Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Lionel Fleury. Il est 22h30 ce 23 septembre 2011 lorsque Lionel Fleury quitte son domicile. Sa femme, Muriel, a besoin d'aide car elle est en panne sur une petite route de campagne. Fin septembre 2011, en Bretagne. Nous sommes à la Gacilly, une petite commune de 4000 habitants, pleine de charme, où l'été se termine en douceur. C'est ici qu'habite la famille Fleury depuis maintenant 8 ans. Le père, Lionel, 43 ans, est un jeune cadre dynamique, responsable commercial dans une chaîne de restaurants à thème. Une situation plutôt confortable. Sa femme, Muriel, s'occupe à la maison de leurs 7 enfants. Dans la grande bâtisse familiale, la vie s'écoule sereinement. Leur couple va très très bien. Alizée Leclavier, fille de Muriel Courret. Ils sont un couple très amoureux et très heureux. C'est une famille unie. Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Il a les meilleurs rapports du monde avec sa femme. Mais cette belle harmonie va subitement se briser. Nous sommes le 23 septembre 2011, il est 21h passées. Lionel rentre du travail et il constate que sa femme Muriel n'est pas à la maison. À 22h, il commence à s'inquiéter et effectivement, il s'est passé quelque chose d'anormal. Il est 22h30 lorsque Lionel Fleury, Philippe Billot, avocat d'Alizée Leclavier, va recevoir un appel téléphonique de son épouse qui se trouve dans une situation délicate. En effet, cette dernière a crevé un pneu, elle ne sait pas comment réparer. Alors, Lionel part dépanner sa femme. Mais rien ne va se passer comme prévu. D'abord, parce qu'il se retrouve sur une petite route complètement isolée. Sur place, il retrouve Muriel, bien embêtée. Le pneu avant gauche est complètement à plat et il faut le changer. Mais il y en a pour 10 minutes maximum. Alors qu'il démonte la roue, Lionel ne voit pas un homme sortir de la pénombre et se précipiter sur lui. Et là, à ce moment-là, il y a un type sorti de nulle part, qui arrive, qui l'agresse, qui lui donne d'abord un coup sur la tête et lui assène des coups de couteau. 7 coups de couteau à la tête, à la gorge, au froid, dans des parties vitales. Devant la violence de l'agression, Muriel s'écarte, horrifiée, comme tétanisée. Ça l'effraie, c'est de la panique. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Courret. Elle voit ce qui arrive à Monsieur Fleury qui est en sang et qui est agressé, et elle hurle. Les coups sont si violents et surtout si précis que Lionel se rend compte qu'on cherche à le tuer. Mais alors qu'il est grièvement blessé, il va trouver la force de riposter, ce qui va surprendre son agresseur. Il lui tient tête et Stéphane Cantero, substitut général. son agresseur, au bout d'un moment, va renoncer et prendre la fuite. Lionel reste conscient, mais il s'effondre dans une mare de sang. Muriel, quant à elle, est en pleine crise de panique. Elle aura le réflexe de prendre un portable et de tenter d'appeler les secours. Elle n'arrive pas à parler. Géraldine Pitel, avocate de la partie civile. Elle pleure, elle crie, elle n'arrive pas à discuter avec les pompiers. Donc Lionel va prendre le téléphone et il indique le lieu où il se trouve aux pompiers. Sur place, une scène d'horreur attend les secours. Lionel qui baigne dans son sang et Muriel en
pleine crise d'hystérie. Les pompiers découvrent une femme complètement paniquée, bien plus atteinte presque que son mari qui perd son sang et qui va devoir être emmené aux urgences puisque son pronostic vital pouvait être rapidement engagé. Muriel pense alors à ses enfants, seuls à la maison. Il faut les prévenir. Elle appelle l'aînée, Alizée, qui était de sortie. Ma mère m'a appelée pour me demander de rentrer chez moi, qu'il y avait eu un accident. Donc je suis arrivée à la maison, la porte d'entrée était grande ouverte, toutes les lumières étaient allumées. J'étais très effrayée, je pense que je me suis fait tous les scénarios en tête qui pouvaient leur arriver. On m'a juste dit qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, que mon père était bien pris en charge et qu'on m'expliquerait plus tard. Pendant ce temps, Lionel est transporté, toute sirène hurlante, à l'hôpital de Rennes, à 68 km de là. Il est entre la vie et la mort. Son père, Jean-Pierre, arrive au même moment. Muriel tombe dans ses bras. Quand elle me voit arriver, elle se met à trembler de tous ses membres. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Donc je lui dis, Muriel, il faut calme-toi, n'importe comment. Toi, tu es vivante, tu aurais pu être violée, tu aurais pu être tuée. Lionel est vivant, et donc je pense que déjà, c'est déjà pas mal, je dis. Hein. Je me souviens être rentrée dans la pièce, passer quelques minutes et sortir en pleurant parce que je ne pouvais pas affronter ça. On rentre en réanimation, le médecin ne nous avait pas prévenu du tout de son état. On voit un homme complètement défiguré, balafré de partout. Avec des pommettes rouges, jaunes, des points de suture et ayant du mal à s'exprimer, me disant « Papa, je ne sais pas ce qui est arrivé ». Ce qui frappe la famille comme les enquêteurs, c'est la violence de l'attaque. L'agresseur s'est acharné. 7 coups de couteau au visage, des entailles profondes au cou, mais aussi aux poumons, au foie. Comme si son objectif était bien de tuer Lionel. C'est le premier indice sur lequel vont travailler les gendarmes. La scène du crime était figée auprès d'un petit bois, dans la nuit. Peu de voitures circulait. Philippe Billot, avocat d'Alizée Le Clavier. Il n'y a pas d'éléments matériels permettant aux enquêteurs d'aller vers une piste. Au début, je pense que ça peut être un agresseur, comme tout le monde peut se faire agresser à l'heure actuelle, dans la rue ou à la campagne ou un marginal. Et ma première pensée a été celle-là, quoi. Pour avancer, les gendarmes ont besoin d'une description précise du criminel. Mais Lionel et sa femme ne se souviennent de rien. Monsieur Fleury n'a rien à dire presque sur l'identité de son agresseur. Il décrit une ombre, une capuche. À cette heure-là, il fait nuit. Les lieux ne sont éclairés que par les phares de son véhicule qui éclairent au niveau de la roue, mais c'est tout. Une agression bien mystérieuse. Rien n'a été volé, ni la voiture, ni l'argent qu'avait le couple sur lui. Qui peut donc en vouloir à ce point à ce père de famille si tranquille ? Muriel, sa femme, n'en revient pas. Elle est bouleversée et puis elle est très étonnée de tout ce qui vient de se passer. Elle dit « je ne comprends pas, il n'y a pas une personne en particulier qui nous en veut ». Quand les gendarmes après lui demandent « est-ce que quelqu'un peut lui en vouloir ?» Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Lui, il vit tranquillement, n'a pas d'ennemis, n'a pas de rivalité professionnelle. Il ne vit pas dans un monde où on règle ses différends en coups de couteau. Monsieur Fleury il n'a aucun conflit avec ni des amis, ni sa famille, ni dans son travail, tout se passe bien. Il n'a vraiment aucune raison. Pour s'assurer qu'il n'y a aucun lien entre l'agresseur et les Fleury, les gendarmes décident de questionner toute la famille. Je suis interrogée donc en début d'après-midi, moins de 24 heures après l'agression de mon père. Alizée Le Clavier, fille de Muriel Couré. Les gendarmes me demandent ce que faisait ma mère à cet endroit.
En effet, les gendarmes s'interrogent sur la présence de cette mère de famille en pleine nuit sur une petite route isolée. Mais Muriel affirme qu'elle repérait un itinéraire pour accompagner Alizée le jour suivant. Muriel Couret dit qu'elle vient en repérage puisque le lendemain, elle devait conduire et chercher sa fille et les amis de sa fille dans une boîte de nuit à proximité. Stéphane Cantero, substitut général. Et donc elle venait en repérage pour faciliter le transport le lendemain. Elle précisera, ma voiture a fait du bruit. Et à un moment donné, je me suis aperçu qu'un pneu peut-être était crevé. J'ai garé ma voiture, paniqué de cet arrêt qui n'était pas prévu. Pour les gendarmes, la famille ne semble pas en cause. Elle apparaît très unie et même encore plus soudée après cette agression. Alors que Lionel Fleury est dans un état dramatique, inquiétant, il dira « Comment va ma femme ?» Il s'inquiétera beaucoup plus de savoir si elle n'a pas été, elle aussi, agressée ou atteinte par un coup de couteau. Mais cette façade d'une famille sans histoire, sans ennemis et sans conflit, va très vite voler en éclats. Quelques jours après l'agression, les gendarmes retournent à l'hôpital pour interroger Lionel. Sa vie n'est plus en danger et il a retrouvé ses esprits. Alors ils vont lui demander de remonter dans le temps à la recherche du moindre événement anormal qui se serait produit depuis 1 an. Lionel ne se souvient de rien, à part peut-être d'une histoire qui lui avait paru insignifiante à l'époque. Lionel Fleury a indiqué aux enquêteurs que les véhicules lui appartenant avaient fait l'objet de sabotages relativement étranges. Nous sommes en novembre 2010, 10 mois avant l'agression. Lionel se rend à son garage car un voyant de frein s'est allumé sur le tableau de bord de sa voiture. Le mécanicien est un peu intrigué par ce qu'il découvre. Les freins de sa voiture ont été trafiqués de manière à ce qu'il puisse plus s'arrêter et avoir un accident grave pouvant amener à son décès. Voilà. Les freins trafiqués? Sur le moment, Lionel n'y croit pas trop. Seulement voilà, l'affaire se reproduira plusieurs fois en 10 mois. Cela commence à faire beaucoup de coïncidences. Le câble de la voiture de fonction de M. Fleury a été sectionné à 3 reprises. Ça, c'est le garagiste lui-même qui le dit. Il a trouvé étrange que ce ne soit pas de l'usure ou des dysfonctionnements, que ce soit sectionné. Ça peut être imputable à n'importe qui. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Couret. Imaginez, ça peut être des petits gamins voyous du quartier qui font ça. Et au final, Lionel, qui est d'un naturel insouciant, ne s'en préoccupera pas plus que cela. Mais aujourd'hui, après l'agression qu'il vient de subir, cette histoire de voiture sabotée est très intrigante pour les gendarmes. Ils commencent à penser qu'on lui en veut. La vie de Lionel ne serait peut-être pas aussi lisse qu'il veut bien le dire. N'aurait-il pas des choses à cacher, des ennemis inavouables ? Ils insistent, se font pressants, et après une demi-journée, Lionel craque. Il va avouer aux enquêteurs qu'il a eu une aventure adultère avec une Nathalie. L'époux modèle a trompé Muriel pendant quelques semaines. Lionel était très amoureux de Nathalie, une belle jeune femme, très affectueuse, et surtout, elle pouvait lui apporter ce que son épouse n'était plus en mesure de lui donner. Car les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent en effet que la vie du couple n'était pas très harmonieuse et que Muriel ne pouvait plus avoir de relations sexuelles. Cette dernière dira qu'elle a un problème des ovaires. Lionel Fleury s'était aperçu
que les relations sexuelles avec son épouse étaient malheureusement aplanies. Il n'y avait plus la cohabitation nécessaire entre couples. Pour les gendarmes, ce problème de couple et surtout la piste de l'adultère relance toute l'enquête. Ils creusent cette liaison extra-conjugale et ils s'intéressent au mari trompé. Ils veulent savoir s'il était au courant que sa femme entretenait cette relation amoureuse. Le mari l'a appris, était très en colère. Peut-être aurait-il pu commettre cette agression. Les gendarmes vont donc convoquer ce mari. Philippe Billot, avocat d'Alizé Le Clavier. Dont l'épouse n'a pas toujours été, me semble-t-il, d'une grande fidélité. L'homme se rend à la gendarmerie. Les enquêtes. 3 heures, le 23 septembre, je me trouvais à l'hôpital. J'accompagnais mon épouse qui subissait une intervention chirurgicale. Les gendarmes vont très vite voir qu'ils font fausse route. Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Donc l'hypothèse est très très vite balayée. Retour à la case départ. Les gendarmes n'ont plus de suspect en vue. En revanche, ils sont maintenant persuadés qu'on en veut à Lionel. Et ils se demandent si cette famille, en apparence si paisible, ne serait pas habitée par d'autres secrets qui pourraient éclairer l'agression. Un avis partagé à la Gacilly par un personnage haut en couleur et qui va mener sa propre enquête. Jean-Pierre Fleury, le père de Lionel. Un vrai breton, un fort en gueule, un personnage très méticuleux et surtout très suspicieux. Tout le monde peut se faire agresser à l'heure actuelle dans la rue. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Mais quand j'ai vu la tête de mon fils, je dis ça c'est autre chose, quoi, parce que on donne pas des coups de couteau aux endroits pratiquement vitaux. J'étais en colère à l'intérieur et j'ai dit comment je trouverais la personne qui a fait ça. C'était mon objectif. Jean-Pierre est persuadé qu'il se passe de drôles de choses dans la maison familiale de son fils, des choses dont on veut le tenir à l'écart. Tout commence 3 semaines après l'agression. Ce jour-là, Lionel peut enfin quitter l'hôpital et retrouver la sécurité de son foyer à la Gacilly. Mon père rentre à la maison, il essaye d'être fort. Il va retrouver son foyer conjugal où il cherche du réconfort. Ma mère est aux petits soins pour lui, elle essaye d'être présente au maximum. Et il se dit qu'elle est complètement choquée et donc il passe beaucoup de temps à ses côtés et il est totalement amoureux d'elle. Mais l'atmosphère dans le foyer n'est plus la même. Un changement causé par l'omniprésence d'un nouveau personnage, un certain Patrice Pluhaut, un joyeux compagnon qui a tendance à s'incruster depuis le drame. Patrice Pluhaut était un peu l'homme à tout faire du village. Philippe Billot, avocat d'Alizé Le Clavier. C'est un homme qui sait tout, qui a tout vu et qui a une vie dans les bars et les bistrots. Régulièrement, il est là de plus en plus à la maison, il est présent. Et l'arrivée de Patrice n'est pas sans conséquences. Elle se fait au détriment de Jean-Pierre, le grand-père râleur, que Muriel trouve subitement un peu trop envahissant. Avec Kevin, mon fils, on passait tous les jours voir les petits-enfants. Et donc, elle m'a dit un jour, j'aimerais bien, Jean-Pierre, que vous ne passiez pas tous les jours, parce que en plus, ça se traumatisait les enfants. Jean-Pierre est donc mis sur la touche. Il ne peut plus venir à la Gacilly. Et il le vit très mal. Il prend Muriel en grippe. Les choses s'enveniment. On ne lui répond même plus au téléphone quand il appelle la maison. Alors un beau matin, il n'en peut plus. Un jour, j'arrive sans prévenir. Les volets étaient fermés. Je téléphone à mon fils ne répondait pas. J'appelle ma belle-fille, elle répond. Et là, elle m'a dit, je suis à la Gacilly, j'arrive tout de suite.
Elle arrive d'une façon assez rapide avec sa voiture. Et là, Jean-Pierre n'en démord pas. Il veut rentrer dans la maison et voir son fils, car il l'a appelé plusieurs fois au téléphone et il n'a jamais répondu. Un silence qui l'inquiète. Jean-Pierre a un mauvais pressentiment. Et il n'a pas tort. Elle va le chercher, et mon fils descend les escaliers. On aurait dit un zombie, quoi. C'est une loque, il tient plus debout. Cet état, eh bien, au départ, tout le monde pense Stéphane Cantero, substitut général. lié à l'agression, les contre-coups de l'agression, une espèce de contre-coup psychologique et physique. Vraiment, je rentre, j'étais vraiment effaré. Donc il me donne l'impression d'être peut-être drogué ou sous l'emprise de médicaments ou peut-être qu'on lui a donné des calmants suite à son agression. Et là, il me dit non, papa, je ne prends aucun médicament. Je comprends pas ce qui se passe. Alizée Le Clavier, fille de Muriel Courret. Ça colle pas du tout avec le caractère de mon père. Il a toujours été un battant. On ne reconnaît plus le monsieur Fleury, le Lionel Fleury, qui est dynamique, qui a du caractère. C'est très très dur de prendre sur soi et de regarder son père en fait se laisser mourir totalement et ne rien faire. Lionel Fleury n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais pour son père, Jean-Pierre, cela n'a rien à voir avec les contre-coups de l'agression. Quelqu'un continue de vouloir sa perte. Bon, c'est vrai qu'on avait toujours un peu l'impression qu'il se passait quelque chose derrière qu'on ne savait pas quoi. Et un nouveau drame va conforter ses suspicions. 2 mois après l'agression, Lionel Fleury met fin à sa convalescence. Il veut retourner travailler à son bureau à Paris. Et il devait reprendre son travail parce qu'il ne voulait pas perdre sa situation. Mais pour moi, il n'était pas encore apte à reprendre son travail. Lionel Fleury reprend son travail donc fin décembre, quand soudainement... Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Il va avoir un accident de voiture parce qu'il va s'endormir au volant. Il m'appelle l'autoroute et il me dit je suis sur une aire et je viens de me prendre la rambarde de sécurité. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Je me suis endormi. Bah, tu sais, papa, j'ai l'impression d'être bourré. Hein. Il savait pas pourquoi il était comme ça. Pour Jean-Pierre, c'est l'accident de trop. Selon lui, il s'inscrit cet accident dans la foulée du sabotage de la voiture, mais aussi de l'agression au couteau, et enfin de la convalescence qui semble avoir plus affaibli son fils que l'avoir rétabli. Je pense qu'on voulait le tuer une autre fois, quoi. Et je me dis, alors, on a voulu le tuer lorsqu'il est parti à Paris, on a voulu le tuer lorsque tous les pneus ont été crevés devant chez lui. Il y avait une succession, en fait, de tentatives de meurtre. Les gendarmes se disent qu'il y a quelque chose d'anormal et dans la famille, pas à l'extérieur ni à l'hôpital. Jean-Pierre, lui aussi, est persuadé que Lionel n'est pas en sécurité chez lui. Alors il veut l'éloigner de son foyer conjugal pour le placer en hôpital psychiatrique. Et il ne laisse pas le choix à Muriel. Quand vous avez votre mari qui est à 4 pattes pour aller aux toilettes, qui s'urine dessus, qui mange avec ses mains, et bouge pas, quoi. Donc je me dis, mais il va crever, quoi. Je me dis moi-même, il va crever. Je lui dis, Muriel, il faut faire hospitaliser ton mari. Ça ne va pas, il va crever. C'est un soulagement de savoir qu'il va être dans une institution. Et en même temps,
C'est très dur de dire que son père est en psychiatrie. Lionel Fleury, interné en hôpital psychiatrique comme malade mental, qui aurait cru ça du jeune cadre dynamique à qui jusqu'ici tout réussissait? Il connaît une descente aux enfers que rien ne semble pouvoir arrêter. Pourtant, c'est à l'hôpital qu'un coup de théâtre va relancer tout le dossier. Dès son arrivée, Lionel vit très mal son internement. Son foyer lui manque, il veut voir sa femme Muriel et surtout ses enfants. Je vois pas mon père pendant cet internement. Nous, les enfants, on comprend pas du tout ce qui se passe. Notre père est interné. Et résultat, je refais une dépression à peu près à ce moment-là. La famille est au bord de l'explosion. Alors, de leur côté, les médecins mettent les bouchées doubles. Ils veulent savoir pourquoi Lionel, dans la force de l'âge, se trouve en si piteux état. Ils dressent un bilan de santé extrêmement rigoureux, entretien avec des psychiatres, scanner du cerveau et bien sûr, des prises de sang. Et là, surprise, il retrouve dans son organisme des substances chimiques qui n'ont strictement rien à y faire. On s'aperçoit qu'il a des benzodiazépines avec des taux incompatibles avec des taux normaux de traitement. Le procureur est effaré. La benzodiazépine est un puissant somnifère délivré uniquement sur ordonnance. Or, aucun médecin n'avait prescrit un tel médicament et surtout en de telles quantités. Une première analyse est faite. Stéphane Cantero, substitut général. On constate un taux correspondant à 9 fois le taux normal. 9 fois. 9 fois une prescription normale. De quoi assommer un éléphant. Bref, on aurait voulu que Lionel Fleury ait un accident de voiture, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Les soupçons de Jean-Pierre se renforcent jour après jour. Et son inquiétude grandit lorsqu'il apprend que Lionel veut quitter l'hôpital et retourner chez lui. Il me dit, je veux être près de ma femme et je veux être près de mes enfants. Ça, c'était son obsession, être près de sa femme et de ses enfants. Mais Jean-Pierre redoute un nouveau drame. Alors c'est très inquiet qu'il le voit repartir à la Gacilly pour un week-end. Pourtant, tout se passe bien. La famille est heureuse de se retrouver et Lionel témoigne à nouveau toute son affection à sa femme. Il cherche totalement à la réconforter, à être présent pour elle et il n'en parle pas forcément de l'agression. Il nous en dit le minimum possible. Le week-end semble avoir été réconfortant. Mais cette impression est trompeuse, car lundi matin, quand Lionel retourne à l'hôpital, les médecins n'en croient pas leurs yeux. C'est un homme à nouveau dévasté qu'ils accueillent. Immédiatement, ils lui refont une batterie d'examens, et là, stupeur, les résultats sont bien pires qu'avant sa permission. La prise de sang montre un taux de benzodiazépine, qui est la molécule qu'il avait dans le sang depuis le début. Alizée Leclavier, fille de Muriel Courret. Qui est 16 fois du taux normal. Quand il revient à l'hôpital, il a un taux encore supérieur. Là, on s'aperçoit que ça va être à nouveau augmenté. Donc c'est un taux très très important. Dans les 2 jours qui lui ont permis de reprendre un peu de contact familial chez lui, Philippe Billot, avocat d'Alizée Leclavier. Les substances étaient toujours injectées. Or, il n'est allé que chez lui. Lionel a été drogué. Il est à nouveau plongé dans une semi-torpeur, privé de toute volonté. Son père, Jean-Pierre, en est persuadé. On a cherché à empoisonner son fils, et pas n'importe où, chez lui, à la Gacilly, là où il aurait pourtant dû être en sécurité. Les soupçons se resserrent sur la famille. La Maison du Bonheur serait le lieu de tous les mystères, voire d'une conspiration. Ses membres vont être placés sous surveillance discrète. Le père de Lionel, plus suspicieux que jamais,
à sa belle-fille dans le collimateur, car c'est elle qui le tient à l'écart, c'est elle qui lui interdit l'accès de la maison familiale. Mais il n'a pas assez d'éléments compromettants pour en faire part à son fils. J'aurais peut-être dû m'en mêler à une certaine époque, mais je pense que je serais arrivé à une fâcherie avec Lionel. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Et donc, c'est ce que je voulais pas. Alors, il se met à enquêter de son côté. Il recherche des témoignages, en vain, impossible de découvrir des éléments à charge contre Muriel. Mais il ne baisse pas les bras et il en parle au téléphone avec sa fille Vanessa, la sœur de Lionel. Elle est très présente sur les réseaux sociaux et elle va découvrir quelque chose de suspect. Aussitôt, elle appelle Jean-Pierre. Ma fille Vanessa me dit tu devrais regarder sur Facebook, Muriel parle avec un certain monsieur Puot. Et moi je connaissais pas du tout Facebook, je m'intéressais pas du tout. Là je reste interloqué, avec une belle photo. Et là je découvre que en fait il y a quelque chose qui se passe entre Muriel Couret et Patrice Pluot. Les gendarmes découvrent rapidement que Muriel Couret a appelé Patrice Pluot. Pendant un mois, il y a plus de 6000 échanges téléphoniques, SMS, conversations et autres. Muriel Couret, elle se retrouve avec Patrice Pluot. Géraldine Pitel, avocate de la partie civile. Qui vient pratiquement vivre chez Lionel Fleury pendant que lui, il est hospitalisé. Régulièrement, ils vont faire des fêtes ensemble. L'enquête fait un bond. Les gendarmes découvrent cette fois que c'est Muriel qui trompe son mari avec Patrice Pluot, le bon camarade, celui qui venait égayer la maisonnée après le drame. Cette double vie de Muriel va attirer l'attention des enquêteurs. Est-ce qu'elle ne cacherait pas d'autres secrets inavouables? Et c'est à ce moment-là vraiment que ce trait de caractère de Muriel Couret et cet aspect de manipulatrice va être révélé en fait. Car cette liaison cachée dévoile aux gendarmes un autre mensonge. Muriel avait affirmé à son mari qu'elle avait un cancer des ovaires qui l'empêchait d'avoir toute relation sexuelle. Comme ils ont décidé de vérifier désormais toutes ces déclarations, les enquêteurs appellent l'hôpital et ils se font envoyer son dossier médical. Ce dernier n'indique aucune trace de traitement en cancérologie. En revanche, le dossier mentionne un suivi pour grossesse. Les gendarmes vont aussi apprendre que cette femme attend un enfant. Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Et sûrement pas de Lionel, son mari, à qui elle se refuse depuis des mois, à cause d'un prétendu cancer qui n'a en fait en réalité jamais existé. Un faux cancer, une grossesse cachée, pour les enquêteurs, la duplicité de Muriel saute aux yeux. En toute discrétion, elle est en train de se construire une nouvelle vie avec son amant Patrice. Les gendarmes partent sur cette piste. Ils lancent une enquête de proximité et ils apprennent que Muriel sort beaucoup le soir. Elle adore faire la fête. Elle fréquente assidûment les bars et les boîtes de nuit. Bon, j'ai découvert par suite sur Facebook aussi qu'elle allait dans les boîtes de nuit. Elle allait au Minkoff Café, à Guinguette, elle allait encore à Pipriac dans une autre boîte. Donc, et on la voyait en photo. On le verra par la suite qu'elle avait organisé des soirées où on jouait au poker d'ailleurs. L'expression de slip poker, qui est une nouvelle expression, cette femme, alors que le père était souffrant, elle jouera avec Pluot et se déshabillera devant ses enfants. Le couple Muriel-Patrice s'est laissé aller dans une spirale infernale, un parcours inquiétant qui attire sur eux les soupçons des enquêteurs. D'autant qu'un troisième larron se joint à leurs folles équipées, le jeune Jean-Sébastien Thomas, 20 ans, un garçon influençable qui vit de petits boulots
et qui tombent sous leur coupe. Ils passent des journées ensemble ou des soirées. Stéphane Cantero, substitut général. À jouer au billard et à consommer. Ils sont assez amis, assez proches. Je sais qu'il était tout jeune à l'époque, avec des problèmes liés à la consommation d'alcool. Alexandra Nokovic, avocate de Jean-Sébastien Thomas. Et puis qu'il était à ce moment-là plutôt isolé et sans contact vraiment très conséquent avec ses parents. Un personnage fragile dont les gendarmes découvrent qu'il fait lui aussi quasiment partie de la famille Fleury. Et on s'aperçoit aussi que le jeune Thomas est le petit ami d'Alizée, la fille de Muriel Couret. Patrice et Muriel, les deux amants, exerceraient même une influence nuisible sur le jeune Jean-Sébastien Thomas. C'est en tout cas ce que constate Alizée. Jean-Sébastien est changé. Alizée Le Clavier, fille de Muriel Couret. Il boit de plus en plus, il se renferme sur lui-même, on n'échange plus rien pratiquement. Il va beaucoup en soirée, il commence petit à petit à ne plus aller au travail. Pour les gendarmes, si le mode de vie du trio les intrigue, s'ils s'interrogent sur le comportement étonnant de Muriel, tout cela n'éclaire pas la mystérieuse agression de Lionel. Tout ce que ça peut vouloir dire, ça, c'est que le couple ne va pas bien. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Couret. Elle sort, ce qu'elle faisait beaucoup moins avant. Elle a des amis dans les bars. Et puis, elle a une aventure. Il y en a un que cette vie dissolue révolte de plus en plus, c'est Jean-Pierre. Il veut en savoir plus sur la vie secrète de Muriel, les personnes qu'elle rencontre, les lieux qu'elle fréquente. Et là, il tombe sur un nouveau mensonge de Muriel, un mensonge crucial. Muriel avait affirmé en effet que, le soir de l'agression, elle était allée repérer la route pour accompagner sa fille en boîte de nuit. Une explication acceptée par tout le monde, mais Jean-Pierre va la mettre en pièces. Je découvre que Alizée avait été à la guinguette le 13-9. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Et donc je me dis en moi-même, une jeune fille de 17 ans qui connaît où est la guinguette, sa mère n'a pas besoin d'aller reconnaître l'itinéraire. Et donc là je me suis dit, là il y a un loup. Et Jean-Pierre a vu juste. Non seulement Alizée connaissait cette boîte de nuit, mais sa mère Muriel aussi. Et il y a des preuves. Un élément déclencheur des soupçons qui vont être portés sur Muriel Couret, c'est les photos de la soirée qui se passe dans la discothèque, qui est son alibi en fait. La discothèque dans laquelle elle dit qu'elle fait un repérage le soir de l'agression. Géraldine Pitel, avocate de la partie civile. Les gendarmes vont se rendre compte qu'elle est déjà allée dans cette discothèque et que du coup elle n'avait pas de repérage à faire ce soir-là. Ça va plus, ça fonctionne plus en fait ce qu'elle a dit. Elle devait faire un repérage, or elle y était déjà allée. Pour les gendarmes, c'est clair, Muriel ment. Et ils commencent à envisager l'impensable. Ne serait-elle pas mêlée à cette agression qui reste pour eux une énigme ? Mais ils butent sur le mobile. Pour quel motif peut-elle souhaiter la mort de son mari ? Les enquêteurs continuent de fouiller la vie de Muriel et ils décident d'examiner les comptes de la famille. On va s'apercevoir qu'elle dépense de l'argent. Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Qu'elle s'est endettée horriblement, qu'elle sait plus comment faire face à ses dettes. Le loyer n'avait pas été payé pendant presque 18 mois. Il y avait un arrêté d'expulsion. Elle ment tout le temps, elle ment à son mari, elle ment à ses gosses, elle ment tout le temps. Muriel Couret, elle a plus du tout cet aspect de l'épouse inquiète, bouleversée. Là, franchement, l'image de la mère de famille impeccable commence sérieusement à se fondir. Muriel a fait son choix. Elle préfère cette vie de fête et de dépenses avec son amant plutôt que celle de femme au foyer avec son mari. Elle ne veut plus de Lionel, mais voilà, elle a besoin de son argent. Un mobile se dessine. Il y avait des disputes, tout tourne autour des questions d'argent et d'éducation des enfants. Stéphane Cantero, substitut général.
Et à partir de là, au cours des disputes, eh bien, des menaces de divorce de part et d'autre fusent. Et à partir de là, la dégradation s'accélère vraiment. Les enquêteurs creusent ce mobile et ils s'aperçoivent que Muriel déteste son mari, à tel point qu'elle regrette que Lionel n'ait pas été tué lors de l'agression. Et c'est la jeune Alizée qui surprend un soir cette incroyable confession de sa mère. Ma mère et Patrice sont de plus en plus proches. J'entends des phrases, des conversations depuis quelques mois. Ça devient difficile en fait d'entendre toutes ces phrases, comme quoi ma mère me dit qu'elle aurait préféré que mon père y reste, alors que c'est censé être son mari, qu'elle est censée avoir très mal vécu l'agression, elle aussi. Muriel aurait donc préféré que Lionel meure au cours de l'agression. Et ce n'est pas le seul aveu que surprend Alizée. Sa mère et son amant évoquent entre eux les puissants somnifères trouvés dans le sang de Lionel. Alizée me dit qu'elle avait entendu une conversation entre sa mère et M. Pluot. Et M. Pluot lui disait à sa mère: tu as qu'à lui donner ça, tu verras, ça se passera bien. Ce sont des médicaments qui vont ensuite être administrés à Lionel, la victime. Alizée réalise que sa mère et Patrice, son amant, seraient peut-être les personnes qui en veulent à Lionel depuis des mois. Et elle commence à avoir peur de sa propre mère sous son propre toit. Elle aura peur, en fait, Alizée. Elle se sent en danger avec Muriel Couret à ce moment-là. Elle commence à reconstituer ce puzzle et se rendre compte que c'est très certainement sa mère, avec l'aide de son amant et du petit ami d'Alizée à l'époque, que cette agression a eu lieu. Je lui dis: écoute Alizée, si tu sais des choses, si tu connais des choses, il faut le dire à la gendarmerie, parce que je dis un jour ça se découvrira et ça peut se retourner à ce moment-là contre toi. Tout se bouscule dans sa tête. Elle se retrouve face à un cruel dilemme. Ne rien dire, et c'est Lionel qu'elle met en danger par son silence, ou parler aux gendarmes, ce qui revient à dénoncer sa propre mère. La jeune fille vit un cauchemar, et la mort dans l'âme, elle prend sa décision. Elle va se rendre compte qu'il faut qu'elle aille à la gendarmerie faire part de ses doutes et de ses soupçons auprès des gendarmes. Tout bascule le 17 avril 2012. Ce jour-là, Alizée se rend à la gendarmerie et fait part de tous ses doutes. Avec ce témoignage et les indices qu'ils ont accumulés, les enquêteurs passent à la vitesse supérieure. Le lendemain, ils interpellent Muriel Couret et c'est un point de non-retour. Quelle que soit l'issue de l'enquête, dans la famille, plus rien ne sera comme avant. Muriel, mais aussi Patrice, son amant, et le jeune Jean-Sébastien sont placés en garde à vue à la gendarmerie de Vannes. C'est un épisode clé de l'affaire qui commence. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils ont voulu tuer Lionel. Mais encore faut-il le démontrer. Et ils n'ont aucune preuve matérielle. L'interrogatoire de Muriel commence et les gendarmes sont perplexes car ils ont du mal à cerner sa véritable personnalité. C'est un personnage, on va le découvrir. Philippe Billot, avocat d'Alizée Le Clavier. Un personnage intelligent, mesquin, capable de subjuguer ses interlocuteurs. Muriel Couret, elle a un pouvoir de persuasion. Géraldine Pitel, avocate de la partie civile. Sur les personnes en général et sur les personnes qui lui sont proches. Je ne vois pas cette personnalité qui réfléchit. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Couret. Je ne vois pas quelqu'un d'aussi calculateur que ça. Les gendarmes vont malgré tout écouter ce qu'elle va leur dire, mais avec la plus grande prudence. Dès le début de la garde à vue, ils jouent d'emblée leur atout-maître. Cet atout-maître, c'est le témoignage d'Alizée, accablant pour sa mère. Et là, surprise, moins d'une heure après son interpellation, Muriel Couret passe aux aveux. Muriel Couret va reconnaître sa participation. Elle va même s'instituer comme commanditaire. C'est elle qui commande un crime. Mais les gendarmes se méfient.
Que cachent ces aveux un peu trop spontanés ? Pour le savoir, ils vont devoir détricoter l'incroyable machination qu'elle a imaginée pour se débarrasser de son mari. Car ce qu'elle raconte aux enquêteurs est digne d'un roman policier. D'abord, elle a convaincu son amant Patrice d'entrer dans son plan meurtrier. Monsieur Pluhaut, lui, essentiellement, c'est l'amour. Il est vraiment fou amoureux de Muriel Couret. Il fait déjà, au bout d'un mois, des projets de mariage. Ce sera la stratégie de défense de Patrice, un amour aveugle. Mais pas totalement, car s'il accepte de jouer les complices, il refuse d'être le meurtrier. Muriel est coincée, elle n'arrive pas à recruter un assassin, un bad boy. Elle va devoir improviser et trouver un amateur, ce qui va fragiliser son plan. Elle précisera qu'elle a dû faire appel, puisque les bad boys n'avaient pas fourni son équipage meurtrier. Elle précisera qu'elle a donc fait appel à Jean-Sébastien Thomas, qui le confirmera. Muriel Couret a reconnu que c'est elle qui lui avait demandé de le faire et avait promis l'argent. Jean-Sébastien Thomas avait été commandité pour une somme de 50 000 €. Le jeune Jean-Sébastien craque pour l'argent. Mais Muriel, trop contente d'avoir son homme de main, ne s'est pas posé la question de savoir s'il était capable de tuer son costaud de mari. Elle est déjà passée à l'étape suivante, organiser le guet-apens. Depuis plusieurs jours, Muriel Couret avait, avec son compagnon, Jean-Sébastien Thomas, repéré les lieux, vérifié les endroits où les voitures ne circulaient pas et ainsi planté le décor du crime. Jean-Sébastien Thomas a choisi ce lieu parce que c'est un chemin isolé. Alexandra Nokovic, avocate de Jean-Sébastien Thomas. Qui est très peu fréquenté et finalement, il n'y a pas de risque de rencontrer quelqu'un. La nuit de l'agression, tout est en place. Muriel entre en scène avec Jean-Sébastien, il crève son pneu, puis part se cacher dans les taillis. Quelques minutes plus tard, Lionel arrive sur place et tombe dans la gueule du loup. Mais là, rien ne se passe comme prévu. Jean-Sébastien saute sur Lionel, sauf que, dans la bagarre, il n'arrive pas à prendre le dessus et à achever sa victime. Jean-Sébastien Thomas, au moment où il assène ses coups et fait front à la réaction de Lionel Fleury, ne s'attend absolument pas à cette force de la nature qui a une carrure quand même assez imposante, qui est un homme assez grand et qui va littéralement se rebeller. C'est le grain de sable. Conséquence, Jean-Sébastien Thomas s'enfuit, Lionel est vivant, Muriel panique, son guet-apens a échoué, elle n'a désormais qu'une seule obsession, ne pas se faire prendre. Heureusement pour elle, la suite du plan fonctionne. Patrice, son amant, fait disparaître les indices qui auraient pu révéler le complot. Monsieur Thomas, lui, s'est retiré. Stéphane Cantero, substitut général. Est allé plus loin, a appelé Patrice Pluhaut, qui, comme convenu, est venu le chercher avec son véhicule. Il a su le conseiller, après les faits, de prendre ce couteau, après l'avoir demandé à Jean-Sébastien Thomas en lui disant « On va se débarrasser de cette arme, de la jeter par la fenêtre ». Faire disparaître ses vêtements, de se laver pour faire disparaître le sang. Avec une telle machination qui maquillait le crime en agression isolée, Muriel espérait que la vérité n'éclaterait jamais. Mais alors, les gendarmes, toujours aussi méfiants, se demandent pourquoi elle a avoué. Et ils vont vite comprendre où elle veut en venir. Tout va se jouer sur le mobile. Un deuxième coup de théâtre survient. Muriel essaie de se faire passer pour une victime. Et elle met en cause son mari, Lionel. Ma mère me dit que ça va pas avec mon père, que leur couple ne va pas en réalité. Alizée Leclavier, fille de Muriel Couret. Ma mère me fait comprendre que mon père est violent avec elle.
Muriel Couret va dire dans un premier temps que si elle a fait ça, c'est parce qu'elle était victime de violences conjugales. Lionel Fleury, qui serait violent, qui la rabaisserait, qui la traiterait finalement presque comme une moins que rien. Ça a été en réaction par rapport à ce qu'elle subissait qu'elle a imaginé un projet complètement fou, qu'il a complètement dépassé et qu'elle regrette beaucoup. Des violences conjugales, véritable mobile ou ultime manipulation? Il faudra attendre le procès pour savoir si les affirmations de Muriel sont fondées. En revanche, les gendarmes ripostent et vont lui opposer une autre thèse. Ils ont beaucoup étudié les comptes de la famille et pour eux, le mobile inavoué de la tentative d'assassinat, c'est la fortune de Lionel. Lionel Fleury avait souscrit une assurance dont le montant en cas de décès, Philippe Billot, avocat d'Alizé Le Clavier. en cas de disparition brutale, pouvait être de près d'1 million d'euros. Et les motifs de cet assassinat, c'est le divorce. Divorcer pour elle, c'est un peu perdre ce qui faisait son identité à l'époque, une insertion sociale, le fait d'être la femme de Monsieur Fleury avec une aisance sociale, une aisance financière, donc la question de l'argent, effectivement. Alors, quels sont les vrais motifs de la tentative d'assassinat? Si ce sont des violences conjugales, Muriel peut espérer des circonstances atténuantes. Si c'est l'argent, elle devra craindre des circonstances aggravantes. Comment va trancher la justice? Les assises vont connaître quelques rebondissements. Car, en première instance, Muriel est condamnée à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat. Jean-Sébastien écope de 12 ans de réclusion criminelle pour le même motif. Et enfin, Patrice, l'amant, est envoyé 10 ans derrière les barreaux pour complicité. Mais le parquet fait appel. Il veut aggraver certaines peines. Tout est remis en cause. Pour Muriel, c'est son ultime chance d'essayer de convaincre la justice qu'elle est aussi une victime dans cette affaire. C'est donc le 12 mai 2017 que tout va se jouer au tribunal de Rennes. Alizé n'en peut plus d'attendre le dénouement de cette tragédie. Dans la salle d'audience, tout le monde se prépare au dernier round de l'affaire. Lionel, le miraculé, est préoccupé. Il craint que sa femme ne le salisse en le faisant passer pour un mari violent. Mais il peut compter sur l'avocat général, Stéphane Cantero, qui fourbit ses arguments. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Le procès commence et il se déroule mal pour Muriel. Son mobile est balayé. La cour ne retient pas les violences conjugales. Toutes les peines sont confirmées. Cette fois, l'affaire Fleury est bien terminée. L'heure du soulagement pour Jean-Pierre et pour son fils Lionel. Le verdict est le même qu'aux assises de Vannes. C'est tout ce que j'attendais. Lionel Fleury, la victime. Voilà, donc la justice, là, elle est rendue. Ouais. Beaucoup d'émotions et puis un vide. Et puis, voilà, ça me redonne de la niaque pour démarrer dans la ville. Je revis, là. Je revis. Voilà. Et je vais revivre. Et puis là, j'attends qu'une seule chose, c'est de retrouver mes enfants. Mais c'est la fin. La fin d'un long combat aussi pour Jean-Pierre, le premier qui a cru à la culpabilité de Muriel et qui n'a jamais laissé tomber cette piste. J'ai passé bientôt 6 ans sur cette affaire et à chercher jour et nuit quelquefois des informations pour les donner aux gendarmes. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Et donc je suis content de pouvoir classer ça. Et je pense qu'on va repartir avec mon fils Lionel et toute la famille sur une nouvelle voie. Et je pense que c'est une coupure définitive ce soir sur cette affaire. Un immense gâchis et pour Muriel, le choc de la sentence. La première fois où elle a entendu 20 ans, il y avait une espèce d'impression de néant. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Couret. 20 ans,
20 ans, c'est inimaginable, on ne se projette pas à 20 ans, et elle ne se projetait pas. 40 ans plus 20, ça fait 60 ans. Il n'y a plus de vie. Il n'y a rien qui explique ce qu'elle a fait. Alizée Leclavier, fille de Muriel Courret. Et rien qui peut faire que je lui pardonne sur ce qu'elle a pu faire. Une affaire hors norme dont personne n'est vraiment ressorti indemne. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Dans les hauteurs paisibles de Saint-Denis de la Réunion, les matinées ont ce parfum de tiédeur tropicale que rien ne semble pouvoir troubler. Le vent s'accroche au fil à hausse, le soleil caresse les façades blanchies, et la mer, en contrebas, s'étale comme un miroir d'aluminium liquide. Rien, absolument rien, ne laissait présager que le 23 février 2019, cette île au cœur de l'océan Indien deviendrait le théâtre d'un drame que les habitants, même des années plus tard, auraient du mal à évoquer sans frissonner. Lionel Fleury, un homme apprécié de tous, un mari, un père, un policier irréprochable, allait bientôt devenir le centre d'une affaire aussi opaque qu'un lagon sous la pluie. Ce matin-là, Lionel se réveille avant l'aube. Comme toujours, il enfile son uniforme avec cette rigueur presque militaire qui le caractérise. À 45 ans, il est capitaine de police à Saint-Denis. On le décrit comme droit, professionnel et d'une gentillesse rare. Il embrasse sa femme, Stéphanie, encore assoupie, dépose un baiser sur le front de leur fils de 10 ans, puis quitte la maison sans un bruit. Dans la cuisine, le café fume encore, la radio murmure une chanson créole, et tout semble d'une normalité rassurante. Mais à 7h45, un appel viendra briser cette quiétude. Un appel que Stéphanie n'oubliera jamais. « Madame Fleury, ici la gendarmerie de Saint-Denis. Il faut que vous veniez immédiatement. C'est au sujet de votre mari. » La voix est calme, mesurée, presque détachée. Pourtant, au ton, on devine la gravité. Stéphanie, tremblante, se rend au commissariat sans vraiment comprendre. Sur la route, les paysages familiers lui paraissent flous. Le cœur battant, elle pense à un accident, une blessure, peut-être une mission urgente. Mais pas à la mort. Non, jamais à la mort. Quand elle arrive, 2 officiers l'attendent. Leurs visages fermés suffisent à lui faire comprendre que quelque chose d'irréversible s'est produit. « Madame Fleury, votre mari a été retrouvé sans vie, dans sa voiture, à proximité de la ravine. » Le mot « retrouvé » résonne comme un écho vide. On parle de suicide, un tir dans la tête, l'arme de service. Tout semble clair, logique, évident, sauf pour ceux qui connaissaient Lionel. Dans les jours qui suivent, l'île entière est secouée. Comment un homme si équilibré, si respecté, aurait-il pu commettre un tel geste? Ses collègues sont sous le choc. Le commissaire parle d'un professionnel exemplaire, sans histoire. Les voisins évoquent un mari modèle. Les amis, eux, refusent d'y croire. Un suicide? Impossible. Lionel venait de planifier des vacances en famille. Il avait des projets, des envies, des promesses encore pleines de vie. Pourtant, l'enquête s'oriente rapidement vers cette hypothèse. Trop rapidement, diront certains. Le dossier est succinct. Aucune trace de lutte, portière verrouillée, empreinte du défunt sur l'arme. Tout concorde. Mais à y regarder de plus près, certains détails dérangent. D'abord, la position du corps. Lionel, gaucher, aurait tenu son arme de la main droite. Ensuite, l'absence de résidus de poudre sur ses mains. Et surtout, cette lettre d'adieu, une simple feuille trouvée sur le siège passager, rédigée à l'ordinateur, sans signature manuscrite. Pour Stéphanie, quelque chose ne colle pas. Son mari ne se serait jamais donné la mort ainsi. Lionel n'était pas un homme à fuir ses responsabilités. Il adorait notre fils. Il n'aurait jamais fait ça. Est-ce que son maman c'est même ça? Mais la douleur, mêlée à l'incompréhension, la laisse sans force. Pendant plusieurs semaines, elle vit comme une automate, jusqu'au jour où elle reçoit un message anonyme sur son téléphone. Regardez plus près, il n'était pas seul ce soir-là.
Le message vient d'un numéro inconnu, impossible à tracer. Stéphanie, paniquée, hésite à en parler à la police. Et si on la prenait pour une paranoïaque? Pourtant, quelque chose la pousse à fouiller. Elle se met à relire chaque document, chaque photo, chaque échange de messages. C'est là qu'elle découvre un détail qu'elle n'avait jamais remarqué, un nom récurrent dans les conversations de Lionel. Nathalie. Qui est Nathalie? Une collègue? Une amie? Stéphanie cherche, fouille, appelle. Elle découvre que cette Nathalie est en réalité une enquêtrice récemment affectée au commissariat. Une femme discrète, charismatique, dont le regard, selon certains, avait le don de faire taire les plus bavards. Les rumeurs, inévitables dans une petite communauté, parlent d'une proximité entre Lionel et Nathalie, mais rien de concret. Les semaines passent. Officiellement, le dossier est classé. Suicide, affaire close. Mais, officieusement, des murmures persistent. L'un des collègues de Lionel, un certain Pascal, finit par parler à un journaliste local. Il évoque des tensions au sein du commissariat, des disputes récentes, des confidences étranges. Selon lui, Lionel aurait découvert quelque chose de compromettant, quelque chose qu'il ne devait pas savoir. Le journaliste, intrigué, publie un article discret, évoquant une possible zone d'ombre dans la mort du policier. L'article passe presque inaperçu, sauf pour un homme. Maître Dumas, un avocat connu pour sa pugnacité. Ancien ami de la famille, il décide de reprendre le dossier. Et très vite, il tombe sur des incohérences flagrantes. Les analyses balistiques, par exemple, ne correspondent pas à la trajectoire de tir. La voiture, retrouvée sur un chemin escarpé, ne portait aucune empreinte autre que celle de Lionel. Sauf une, partielle, sur la portière arrière. Cette empreinte isolée ne correspond à personne dans le fichier. Un détail ignoré, classé comme non pertinent. Dumas, lui, y voit une clé. Il demande une contre-expertise. La justice tarde à répondre. Et pendant ce temps, d'autres faits troublants émergent. On apprend que quelques jours avant sa mort, Lionel avait vidé une partie de ses comptes. Une somme de 30 000 € retirée en liquide, introuvable depuis. L'affaire, que tout le monde croyait éteinte, recommence à faire parler d'elle. Les chaînes locales relancent le sujet. Les habitants de Saint-Denis échangent des théories à voix basse. Certains évoquent la piste d'un règlement de compte. D'autres parlent d'un complot interne, d'une vengeance, d'une trahison. Mais la plus persistante des rumeurs concerne une vidéo. Une caméra de surveillance, installée non loin du lieu où le corps a été retrouvé, aurait enregistré un véhicule inconnu la veille du drame. Une voiture blanche, sans plaque visible, qui s'arrête quelques minutes avant de repartir. Cette séquence, pourtant cruciale, a disparu du dossier initial. Effacée, selon un technicien. Supprimée, selon Dumas. Pour Stéphanie, c'est la preuve que son mari n'a pas mis fin à ses jours. Mais à mesure qu'elle creuse, elle se rend compte que plus elle approche de la vérité, plus l'ombre autour d'elle s'épaissit. Des appels silencieux la réveillent la nuit. Des voitures la suivent sur la route. Et Nathalie, l'enquêtrice dont le nom revient sans cesse, quitte brusquement l'île pour un transfert administratif. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, Stéphanie trouve sur le pas de sa porte une enveloppe. À l'intérieur, une clé USB. Aucun mot, aucune explication. Elle hésite, la main tremblante, puis insère la clé dans son ordinateur. À l'écran, une seule vidéo. Floue, mal cadrée, mais suffisamment claire pour qu'elle en sente le sang se glacer. On y distingue son mari, Lionel, sur un parking sombre. Face à lui, une silhouette féminine, de dos. Il semble se disputer. Puis un geste brusque, un éclair métallique, et l'image se coupe. Le choc est tel que Stéphanie reste pétrifiée. Tout s'effondre. Le mari idéal, le policier irréprochable, la vie paisible, tout n'était qu'une façade, ou pire, un piège. La vérité, désormais, est à portée de main. Mais elle ignore encore que la clé qu'elle vient de trouver va la plonger dans un engrenage bien plus dangereux qu'elle ne peut l'imaginer. La nuit était tombée sur Saint-Denis, lourde, humide, presque étouffante. Dans la maison silencieuse, seul le bruit de la pluie frappant les volets venait troubler le silence. Stéphanie fixait encore l'écran de son ordinateur, incapable de détacher son regard de la dernière image figée. La silhouette de son mari, le visage à moitié éclairé par un lampadaire, et cette femme de dos dont la posture trahissait la tension. Tout en elle criait la peur, la colère, ou peut-être le désespoir. La vidéo durait à peine 20 secondes, mais ces 20 secondes venaient de pulvériser la version officielle de la police. Ce n'était pas un suicide. C'était une mise en scène. Stéphanie n'avait qu'une seule question.
Qui avait déposé cette clé USB devant sa porte? Et pourquoi maintenant, plusieurs mois après la mort de Lionel? La date du fichier indiquait qu'il avait été enregistré la veille du drame. Était-ce quelqu'un de la police, un témoin silencieux ou un complice pris de remords? Elle savait qu'en allant au commissariat, elle risquait que la preuve disparaisse à nouveau. Alors, elle fit le seul choix logique, contacter Maître Dumas. L'avocat arriva dès le lendemain matin, le visage fermé, les traits tirés. Il visionna la vidéo plusieurs fois, en silence, notant chaque détail. « On ne distingue pas bien son visage », murmura-t-il enfin. « Mais la silhouette, voyez les cheveux, la démarche, la carrure, ça pourrait correspondre à Nathalie. » Le nom flotta un instant dans l'air, lourd de sous-entendus. Stéphanie blêmit. « Vous pensez que c'est elle ?» Dumas ne répondit pas tout de suite. « Je pense qu'il faut être prudent. Si c'est bien Nathalie, il faut comprendre pourquoi elle était là, et ce qu'elle faisait avec votre mari cette nuit-là. » Ils décidèrent de garder la clé secrète pour l'instant. Dumas connaissait trop bien les dessous de la police locale, les fuites, les complicités, les manipulations. Il entreprit de contacter un expert en imagerie numérique pour authentifier la vidéo. En attendant, Stéphanie devait continuer à faire semblant de mener une vie normale. Mais rien, depuis la mort de Lionel, n'avait plus rien de normal. Les jours suivants, elle sentit la pression monter. Des appels anonymes, des messages vides, des bruits dans la cour la nuit. Une voiture grise stationnait souvent au bout de la rue. Chaque fois qu'elle s'approchait, elle démarrait aussitôt. Une paranoïa? Peut-être. Mais Stéphanie avait appris à faire confiance à ses instincts. Et son instinct lui disait que quelqu'un surveillait chacun de ses mouvements. Pendant ce temps, Dumas multipliait les démarches. Il fouilla dans les rapports d'enquête, interrogea des collègues de Lionel, demanda des copies des relevés téléphoniques. Ce qu'il découvrit était troublant. Dans les jours précédant sa mort, Lionel avait eu plusieurs appels avec un numéro inconnu localisé à Saint-Pierre, dans le sud de l'île. Un téléphone prépayé, impossible à identifier. Pourtant, la géolocalisation montrait qu'il s'était déplacé exactement sur le trajet menant au lieu où son corps avait été retrouvé. « Quelqu'un l'a attiré là-bas », conclut Dumas. « Ce n'était pas un hasard. » Stéphanie sentit un frisson lui parcourir le dos. Plus ils avançaient, plus le mystère s'épaississait, et plus les visages familiers autour d'elle commençaient à paraître suspects. Un après-midi, elle reçut un appel inattendu. C'était Pascal, le collègue de Lionel. Sa voix était basse, nerveuse. « Madame Fleury, il faut qu'on parle. Pas ici, pas au téléphone. » Ils se donnèrent rendez-vous dans un café discret près du front de mer. Pascal arriva avec une casquette enfoncée sur la tête, jetant des regards autour de lui. « Je ne peux pas rester longtemps, dit-il. Mais vous devez savoir que Lionel n'était pas seul dans ces derniers jours. Il fouillait dans des dossiers qu'il n'aurait jamais dû toucher. » « Quel dossier ?» demanda Stéphanie retenant son souffle. Pascal hésita, puis sortit une enveloppe froissée de sa poche. À l'intérieur, des photocopies de rapports internes. Des affaires de corruption. Des transferts d'argent entre des entrepreneurs locaux et des officiers de police. Lionel avait trouvé quelque chose, et il comptait le dénoncer. Le cœur de Stéphanie s'emballa. Tout s'éclairait soudain. Les tensions au commissariat, la disparition de certaines preuves, les silences gênés. Lionel avait découvert un réseau de corruption au sein même de la police, et quelqu'un avait décidé de le faire taire. Mais la révélation ne s'arrêtait pas là. Pascal ajouta, d'une voix brisée. Nathalie faisait partie du groupe d'enquêteurs qu'il surveillait. Il l'avait confrontée une semaine avant sa mort. Je crois qu'ils se sont vus une dernière fois pour en parler, et elle a disparu le lendemain. Stéphanie sentit la colère monter. Elle voulait comprendre. Elle voulait voir Nathalie, lui parler, lui demander en face ce qu'elle savait. Mais l'enquêtrice était introuvable. Mutée, disait-on. En réalité, elle semblait s'être volatilisée. Le soir même, de retour chez elle, Stéphanie reçut un nouveau message anonyme. Pas de mots cette fois, juste une photo, celle de son fils, à la sortie de l'école. La terreur la submergea. Elle appela immédiatement Dumas. « Ils savent que je cherche », murmura-t-elle, la voix tremblante. L'avocat tenta de la calmer. « On ne peut pas reculer maintenant. C'est justement ce qu'ils veulent. Tenez bon, Stéphanie. La vérité vaut la peine qu'on la défende. Idée d'ici. » Les jours suivants furent un calvaire. Les médias reparlèrent de l'affaire. Un journaliste d'une chaîne nationale s'y intéressa à son tour. Son reportage évoquait de possibles irrégularités dans la procédure et une disparition suspecte d'une collègue clé. Le nom de Nathalie
surgit pour la première fois dans la presse. Et aussitôt, les autorités locales démentirent en bloc. « Aucune zone d'ombre », déclara le procureur. L'enquête a été menée de manière exemplaire. Mais derrière les discours officiels, les langues se déliaient. Un témoin anonyme contacta le journaliste et affirma avoir vu 2 personnes sur le lieu du drame peu avant la découverte du corps. Une femme et un homme. Elle semblait paniquée. Lui, je ne l'ai pas reconnu. L'information fut transmise à Dumas, qui obtint la déposition. Le témoin décrivait la femme comme brune, cheveux attachés, manteau clair. Un portrait qui correspondait encore une fois à Nathalie. Pendant ce temps, l'expert mandaté pour analyser la vidéo confirma son authenticité. Pas de montage, pas de falsification. Les métadonnées concordaient. Et un détail, presque invisible à première vue, changeait tout. Un reflet, sur la carrosserie d'une voiture garée à proximité. On y distingue fugacement un second individu, en retrait, un homme de grande taille, vêtu de noir. Stéphanie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ils étaient 2, murmura-t-elle. Dumas acquiesça. « Oui, et si l'un d'eux est Nathalie, l'autre je crois savoir qui c'est. » Il lui montra une photo, un visage sévère, familier, le commandant Laurent Morel, supérieur hiérarchique de Lionel. Stéphanie sentit un mélange de rage et de vertige. Morel, l'homme qui avait prononcé l'éloge funèbre de son mari, l'ami de la famille, celui qui avait juré que Lionel s'était éteint dignement. Tout à coup, son sourire compassé prenait une teinte monstrueuse. Dumas contacta discrètement un ancien officier aujourd'hui à la retraite, connu pour son intégrité. Ensemble, ils décidèrent de confronter Morel, non pas directement, mais par la presse. Le journaliste qui suivait l'affaire accepta de publier un nouveau reportage, plus explosif encore, cette fois avec des extraits de la vidéo floutée. La diffusion eut l'effet d'une bombe. En quelques heures, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Meurtre déguisé? Police corrompue? Où est Nathalie? Les autorités furent contraintes de rouvrir l'enquête. Mais ce que Stéphanie ignorait, c'est que cette réouverture allait déclencher une série d'événements encore plus sombres. Car cette même nuit, le domicile de Stéphanie fut cambriolé. Rien n'avait été volé, sauf son ordinateur. Et sur la table du salon, quelqu'un avait laissé un mot griffonné à la hâte. « Assez creusé. Ou c'est ton tour ». Elle comprit alors que ce n'était plus seulement une quête de vérité. C'était une guerre silencieuse. Et qu'elle venait, sans le vouloir, d'en devenir la cible. La maison de Stéphanie ressemblait ce matin-là à une scène figée après le passage d'une tempête. Les tiroirs ouverts, les papiers éparpillés, les photos de famille jetées au sol. Pourtant, rien n'avait disparu. Rien sauf son ordinateur, celui contenant la copie de la vidéo. Le message laissé sur la table, écrit à la main sur un vieux papier jauni, tremblait encore sous la brise légère qui passait par la fenêtre cassée. « Assez creusé, ou c'est ton tour ?» Stéphanie relut ces mots des dizaines de fois, jusqu'à les connaître par cœur. Une menace froide, directe. Elle comprit à cet instant qu'elle n'était plus seulement la veuve d'un homme mort dans des circonstances douteuses, mais la prochaine sur la liste de ceux qui dérangeaient. Elle appela immédiatement Dumas, qui arriva en urgence, accompagné d'un huissier. L'avocat inspecta les lieux, sans un mot, puis soupira longuement. « Ce n'est pas un simple cambriolage, » murmura-t-il. « Ils veulent te faire peur, et ils savent exactement ce qu'ils cherchent. » Stéphanie hocha la tête. Elle savait aussi que ces gens avaient des yeux partout, peut-être même au sein de la police locale. Porter plainte reviendrait à signaler à ceux qu'elle accusait où elle en était de ces découvertes. Dumas décida de cacher Stéphanie et son fils pendant quelques jours. Ils se réfugièrent dans une petite maison appartenant à une cousine, à Sillaos, au cœur des montagnes. L'endroit, isolé et tranquille, semblait idéal pour reprendre souffle. Mais la tranquillité, dans cette affaire, n'était qu'une illusion. Dès la première nuit, Stéphanie reçut un message sur son téléphone. « Tu crois que les montagnes vont te sauver ?» Aucun numéro, juste cette phrase. Elle sentit une sueur froide lui parcourir la nuque. Pendant ce temps, à Saint-Denis, Dumas poursuivait ses recherches. Il savait que le cambriolage n'avait pas seulement pour but d'effrayer Stéphanie. Il visait à effacer les preuves. Mais il avait pris ses précautions. Avant de lui remettre la clé USB, il en avait fait une copie sur un disque dur sécurisé. Il se rendit donc chez un ancien contact, un analyste judiciaire à la retraite, pour examiner la vidéo plus en détail. Ensemble, ils isolèrent plusieurs images, agrandirent les reflets, jouèrent sur la lumière. Et soudain, dans un angle du plan, apparut un indice minuscule mais crucial,
Une plaque d'immatriculation partielle. 3 chiffres, 2 lettres, suffisant pour lancer une recherche. La voiture, une Peugeot blanche, appartenait à la direction territoriale de la police judiciaire, un véhicule de service. Et celui qui en avait la garde au moment des faits n'était autre que le commandant Morel. Dumas sentit son cœur s'emballer. Cette fois, ce n'était plus une supposition, c'était une preuve. Mais encore fallait-il la rendre publique sans risquer que tout disparaisse à nouveau. Il contacta discrètement le journaliste avec lequel il travaillait. L'homme, conscient du danger, proposa de préparer un reportage sous couverture, diffusé simultanément en métropole et à La Réunion. « Si on frappe fort et vite, ils ne pourront pas tout étouffer », expliqua-t-il. Pendant ces préparatifs, Stéphanie, de son côté, vivait dans une tension constante. Chaque bruit la faisait sursauter. Son fils Louis commençait à poser des questions. « Maman, pourquoi on ne rentre pas à la maison ?» Elle esquivait, lui inventait des histoires d'aventures et de vacances improvisées. Mais la peur se lisait dans ses yeux. Elle sentait qu'ils étaient suivis, même là-haut, sur les routes sinueuses de Sillaos. Un matin, alors qu'elle faisait le marché du village, une femme l'aborda discrètement. Une réunionnaise d'une 40aine d'années, au regard pénétrant. « Vous êtes bien, Madame Fleury ?» Stéphanie hésita, méfiante. « Oui ? Pourquoi ?» La femme baissa la voix. « J'ai travaillé à la préfecture, j'ai vu des documents. Votre mari n'a pas été tué par hasard. Il enquêtait sur un réseau qui impliquait des policiers, mais aussi des élus. Morel n'est qu'un pion. Avant que Stéphanie puisse poser une question, la femme lui tendit un petit carnet et s'éloigna rapidement. À l'intérieur, quelques notes griffonnées. Des noms, des montants, des initiales, des dates. Et au centre, un mot entouré en rouge. Nathalie, témoin clé, danger. Stéphanie sentit un tremblement la parcourir. Nathalie n'était peut-être pas la meurtrière. Peut-être était-elle, elle aussi, en fuite. Cette hypothèse bouleversa tout. Et si Nathalie avait tenté d'avertir Lionel? Et si cette rencontre filmée n'était pas une confrontation, mais une ultime tentative de prévenir un danger? Dumas, lorsqu'elle lui fit part de cette piste, fronça les sourcils. C'est possible, oui, mais alors, pourquoi a-t-elle disparu sans un mot? La réponse arriva plus vite qu'il ne l'imaginait. 2 jours plus tard, un appel anonyme parvint au téléphone de Dumas. Une voix féminine, basse, à peine audible. « Arrêtez de creuser. Vous ne savez pas à quoi vous touchez. Ils m'ont trouvé. Je n'ai plus le temps. » Puis un silence. Et enfin, dans un souffle, « Dites à Stéphanie qu'il n'a jamais voulu mourir. » L'appel fut coupé net. Dumas tenta de rappeler, sans succès. Le numéro était déjà inactif, mais il avait reconnu quelque chose dans la voix. Une fatigue mêlée d'urgence. Et une émotion sincère. C'était Nathalie. Elle était encore en vie, et elle confirmait ce que Stéphanie savait déjà au fond d'elle. Lionel avait été assassiné. Le lendemain, un fait divers fit la une des journaux. Le corps d'une femme non identifiée retrouvé au large du port, coincé dans des filets de pêcheurs. L'autopsie révéla des blessures suspectes. Dumas se rendit à la morgue, accompagné de Stéphanie. Et lorsqu'on souleva le drap, son cœur se serra. La femme portait un tatouage discret sur l'avant-bras. Une rose noire, le même que celui de Nathalie. Stéphanie sentit ses jambes se dérober. Nathalie n'avait pas fui. Elle avait été réduite au silence, comme Lionel. Le cercle se refermait. Mais avant de mourir, Nathalie avait laissé un dernier message. Dans ses affaires personnelles, retrouvées dans une chambre d'hôtel abandonnée, la police découvrit une clé. Pas de coffre, pas d'adresse, juste un numéro gravé, 18C Saint-Leu. Dumas et Stéphanie se rendirent sur place en secret. L'adresse correspondait à un vieux garage désaffecté, fermé depuis des années. En fouillant, ils trouvèrent une trappe dissimulée sous un établi. À l'intérieur, une boîte métallique contenant un dossier complet. Copie de virements bancaires, nom de sociétés écrans, photos de réunions nocturnes et, au centre, un document signé de la main de Morel. Le sang de Stéphanie ne fit qu'un tour. C'était la preuve ultime. Lionel avait découvert ce réseau, il avait voulu le dénoncer, et il l'avait tué pour le faire taire. Nathalie, elle, avait tenté de sauver la vérité, et elle en était morte. Dumas regarda longuement le dossier avant de déclarer « Nous avons de quoi faire tomber toute une hiérarchie, mais si nous diffusons ça, il faut être prêts à tout perdre. » Stéphanie hocha lentement la tête. « Je n'ai déjà plus rien à perdre. » Ce soir-là, dans la petite maison de montagne, elle alluma une bougie devant la photo de Lionel. « Je te le promets, » murmura-t-elle, «
Ils ne t'enterreront pas une deuxième fois. Y tombe aussi. Mais dehors, dans l'obscurité, un flash discret traversa la nuit, le clic mécanique d'un appareil photo. Quelqu'un observait la maison cachée derrière les arbres, et dans une voiture stationnée plus bas, un homme décrocha son téléphone. « Ils l'ont trouvé », confirma-t-il d'une voix sèche. On passe à la phase suivante. La tempête, cette fois, ne faisait que commencer. Céline Fleury se souvenait de cette nuit comme d'un gouffre. Le 27 novembre 2015, la pluie tombait sans discontinuer sur les toits de granit de Trégueux, et le vent s'engouffrait dans les ruelles désertes. Lionel était rentré tard du travail, les traits tirés, le regard absent. Il avait laissé son manteau dégouliné dans l'entrée avant de monter dans la chambre sans un mot. Céline l'avait observé, inquiète, puis elle avait remarqué sur ses chaussures une fine boue rougeâtre, étrange, car aucun chantier de ce type ne se trouvait près de la clinique vétérinaire où il travaillait. Elle avait voulu lui demander d'où il revenait, mais la tension dans la maison était devenue presque palpable. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit vraiment. Vers 2 heures du matin, un bruit sourd dans le jardin la fit sursauter. Lionel, lui, resta allongé, les yeux ouverts dans le noir, fixant le plafond. Le lendemain, il affirma que c'était le vent, mais Céline savait reconnaître le son d'un portail que l'on referme doucement. Les jours suivants, Lionel devint étrangement distant. Il passait plus de temps au téléphone, sortait pour de prétendues urgences vétérinaires et rentrait les yeux rougis, nerveux. Céline découvrit dans son téléphone un message qu'il n'avait pas supprimé. « On en reparle quand elle dormira. Fais attention à ne rien laisser. » Aucun nom, juste un numéro inconnu. Elle se sentit glacée. Le soir même, elle lui demanda des explications. Il nia tout, affirma qu'il s'agissait d'un client mécontent, d'une affaire d'assurance, mais son ton était hésitant. La confiance, déjà fissurée, vola en éclats. Le 2 décembre, Céline décida de partir quelques jours chez sa sœur, à Saint-Brieuc. Avant de partir, elle déposa discrètement un dictaphone sous le canapé du salon. Elle voulait comprendre ce qui se passait, si Lionel la trompait, ou s'il cachait quelque chose de plus grave. Ce qu'elle allait entendre plus tard, en revanche, dépasserait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Pendant son absence, Lionel reçut la visite de 2 hommes. L'un d'eux avait une voix grave, posée. « Tu t'es laissé aller, Lionel. Elle commence à fouiner. Si elle parle, on est tous morts. » Lionel, tremblant, répondit. « Je vais gérer. L'accident, c'était déjà trop risqué. Je ne referai pas la même erreur. » Ces mots, enregistrés sur la bande, deviendraient le point de bascule de toute l'affaire. Quand Céline revint 3 jours plus tard, la maison était en désordre. Lionel prétendit qu'un chat s'était introduit par la fenêtre, mais les traces de pas boueuses sur le sol contredisaient son histoire. Elle tenta de garder son calme tout en dissimulant son enregistreur dans un tiroir. Ce soir-là, elle écouta la bande entière, les larmes aux yeux. Elle entendit Lionel, la voix de 2 hommes et une phrase prononcée d'un ton froid. « Si elle sait, il faudra faire comme avec l'autre. » L'autre, qui était-ce? Une ex? Un associé? Un complice? Le lendemain, Céline décida d'aller voir la gendarmerie. Mais au moment de franchir le seuil, un message arriva sur son téléphone. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. Laisse tomber, pour ton bien. » Numéro inconnu. Elle rentra chez elle, paniquée, et retrouva Lionel en train de préparer le dîner, comme si de rien n'était. Son sourire crispé lui glaça le sang. Ce soir-là, elle fit semblant de dormir et l'entendit descendre au garage vers minuit. Par curiosité mêlée de peur, elle le suivit. À travers la fente de la porte, elle aperçut Lionel soulevant une dalle du sol. Sous la lampe, il y avait un sac noir, plastifié, attaché avec du ruban adhésif. Il le caressa un instant avant de refermer la trappe et de replacer les outils. Le lendemain, le sac avait disparu. Une semaine plus tard, Céline disparut à son tour. Lionel affirma qu'elle était partie précipitamment, qu'elle avait besoin de recul, qu'elle traversait une phase difficile. Mais ses proches savaient que c'était impossible. Céline n'aurait jamais laissé son téléphone, ni son sac à main, ni leur chien qu'elle adorait. Très vite, les gendarmes furent alertés. Lionel se montra coopératif, larmoyant, convaincant, trop convaincant. Pendant l'enquête, un détail troubla les officiers. Lionel possédait un coffre dissimulé dans la cave, dont il prétendait avoir perdu la clé. Une perquisition ordonnée par le juge révéla qu'il contenait plusieurs carnets, des clés USB et une photo d'une femme inconnue accompagnée d'une note griffonnée. Ne jamais refaire les mêmes erreurs.
Les enquêteurs commencèrent alors à explorer le passé de Lionel Fleury. Et ce qu'ils découvrirent allait bouleverser la petite commune de Trégueux. Ce n'était pas la première fois qu'une femme proche de Lionel disparaissait dans des circonstances floues. En 2009, lors de son stage vétérinaire à Angers, une collègue avait été retrouvée noyée dans un étang, les circonstances classées comme accidentelles. Mais certains détails, jusque-là ignorés, allaient refaire surface. Céline, elle, restait introuvable. Les recherches s'intensifiaient. Des battues furent organisées dans les bois environnants, les plongeurs inspectèrent les rivières, mais rien. Le mari idéal, que tout le monde croyait irréprochable, devenait peu à peu l'homme à abattre. La presse locale flairait le scandale. Les voisins parlaient de double vie, d'argent sale, de vengeance. Et puis, un soir, la sœur de Céline reçut un colis sans expéditeur. À l'intérieur, un simple clé USB. En la branchant, elle découvrit plusieurs fichiers audio, des extraits du dictaphone. Et, à la fin, une voix qu'elle n'avait jamais entendue avant, celle d'un homme murmurant « On doit se débarrasser du corps avant qu'il parle ». L'enquête prit un tournant brutal dès que les médias s'emparèrent du dossier. Les chaînes d'information, d'abord prudentes, commencèrent à évoquer le mystère Fleury. Ce vétérinaire breton sans histoire, ce père de famille aimant, soudain soupçonné de dissimulation, peut-être même de meurtre. Devant sa maison, à Trégueux, des journalistes campaient nuit et jour. Lionel sortait la tête haute, répondant aux questions d'un ton posé, presque théâtral. Il répétait inlassablement la même phrase. « Je veux juste que Céline revienne ». Mais les enquêteurs, eux, avaient cessé de croire à sa sincérité. Le juge d'instruction, maître Luc Morel, ordonna une expertise psychologique du mari. Le rapport, rédigé par une psychiatre de Rennes, révéla une personnalité à double visage. Charmeur, empathique, mais aussi manipulateur, capable de mensonges sophistiqués et de mise en scène émotionnelle. La psychiatre décrivait un homme obsédé par le contrôle, persuadé que tout lui appartient, y compris les personnes. Cette évaluation glaça le sang des enquêteurs. Pendant ce temps, l'équipe technique de la gendarmerie réussit à décrypter les fichiers audio contenus dans la clé USB reçue par la sœur de Céline. On y entendait clairement Lionel discuter avec deux autres individus, dont une voix féminine. « On n'a plus le choix », disait la femme. « Si elle parle, c'est fini. » Et Lionel de répondre. « Alors, on s'assure qu'elle ne parle jamais. » Ces mots, terrifiants, suffirent pour que le parquet de Saint-Brieuc ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Cependant, sans corps, sans témoin direct, l'affaire restait fragile. Lionel, assisté de son avocat, l'éloquente maître Véronique Caudan, se défendait avec habileté. Il parlait d'une machination, d'un piège tendu par une épouse jalouse et dépressive. Les gendarmes perquisitionnèrent à nouveau la maison. Ils trouvèrent dans la cave des restes de tissus brûlés, des traces de produits chimiques et une paire de gants de latex, soigneusement lavés mais encore porteurs de micro-résidus de sang. Les analyses ADN confirmèrent de l'impensable. Le sang appartenait bien à Céline. Confronté à ces résultats, Lionel s'effondra. Pas en aveu, non, en colère. Il hurla à la trahison, à la manipulation, jurant que les gendarmes voulaient lui coller un crime qu'il n'avait pas commis. Il affirma que Céline s'était blessée lors d'une chute quelques jours avant sa disparition et qu'il avait simplement nettoyé les traces, mais personne n'y croyait plus. L'arrestation pourtant n'eut pas lieu immédiatement. Le juge voulait un faisceau de preuves irréfutables. Ce qui précipita tout, ce fut la découverte d'un témoin inattendu. Un SDF du nom de Gérard Lepape, qui avait l'habitude de fouiller les poubelles autour de la zone industrielle de Plérin. Il affirma avoir vu, la nuit du 3 décembre, un homme blond, nerveux, jeter un sac lourd dans une benne, avant de repartir dans une voiture sombre. Il n'était pas sûr de son visage, mais le sac, dit-il, bougeait, comme si quelque chose dedans voulait sortir. Ces mots, rapportés à la presse, déclenchèrent une onde de choc. La benne fut fouillée, mais vidée depuis longtemps. Pourtant, au dépôt d'ordures de Lamballe, des agents mirent la main sur un fragment de tissu plastique noir, recouvert d'un ruban adhésif identique à celui retrouvé chez Lionel. Sur ce morceau, les experts détectèrent une fibre de laine identique à celle d'un pull que Céline portait fréquemment. Coïncidence, les enquêteurs ne le pensaient pas. À mesure que l'étau se resserrait, des anciens collègues de Lionel commencèrent à parler. Certains racontaient des comportements étranges, des colères soudaines, des propos misogynes, une fascination inquiétante pour les anesthésiques. L'un d'eux se souvenait même d'une phrase que Lionel aurait lancée un soir. « La mort, ce n'est pas la fin,
c'est un nettoyage. Cette phrase consignée dans le dossier glaça le juge Morel. Puis, en janvier, un événement inattendu changea tout. Une jeune femme nommée Mélanie Cazenave se présenta à la gendarmerie. Elle disait avoir eu une liaison avec Lionel quelques mois avant la disparition de Céline. Selon elle, Lionel l'avait séduite, manipulée, puis menacée lorsqu'elle avait voulu rompre. Elle affirma qu'il lui avait confié un secret terrible. « Un jour, tu comprendras que certaines personnes disparaissent parce qu'elles n'auraient jamais dû parler. » Son témoignage, bien qu'indirect, renforça l'idée d'un homme dangereux, prêt à tout pour protéger ses secrets. Les médias, de leur côté, transformèrent Lionel en monstre médiatique. Le mari idéal devenait le vétérinaire aux deux visages. Les plateaux télé débattaient, coupable ou victime d'un complot. L'opinion publique se divisait. Certains, influencés par ses airs de gendre parfait, le défendaient encore. D'autres voyaient en lui un manipulateur diabolique, comparable à ces criminels méticuleux qui savent pleurer à la caméra. Mais dans l'ombre, quelque chose d'autre se préparait. Les gendarmes avaient décidé de relancer les fouilles autour d'un ancien terrain appartenant à la famille Fleury, à la lisière d'un bois près de Iffignac. Ce terrain, que Lionel avait fait clôturer quelques mois avant la disparition de Céline, semblait anodin, une parcelle abandonnée, où poussaient des orties et des ronces. Pourtant, les chiens renifleurs marquèrent plusieurs fois le même point, près d'un vieux puits désaffecté. Les équipes creusèrent pendant des heures. Puis, à 2 mètres de profondeur, elles découvrirent un sac plastique noir, déchiré. À l'intérieur, des fragments de tissu, un pendentif en argent portant les initiales CF, et un téléphone portable détruit par l'humidité. Lionel fut immédiatement placé en garde à vue. Pendant 36 heures, il nia tout en bloc avant de se taire. Le procureur parla de découverte déterminante, mais sans corps, le mystère restait entier. Céline était-elle morte ou cachée quelque part? Et qui étaient les mystérieux complices dont on entendait les voix sur les enregistrements? La tension monta d'un cran lorsque les experts informatiques parvinrent à récupérer partiellement les données du téléphone retrouvé dans le sac. Parmi les fragments de messages, un seul attira l'attention du juge Morel. Il datait du 1er décembre 2015 à 22h37. « Si quelque chose m'arrive, cherchez dans le garage, il a tout noté. » Ces quelques mots allaient ouvrir la porte sur un secret encore plus noir que tous les autres. Le garage des Fleury, petit bâtiment gris adossé à la maison principale, avait déjà été fouillé 2 fois. Mais après la découverte du message sur le téléphone, le juge Morel ordonna une perquisition complète, centimètre par centimètre. Ce matin-là, Lionel était déjà sous garde à vue, silencieux, le regard vide. Il n'y aurait pas d'obstruction possible. Les techniciens de la gendarmerie commencèrent à démonter les étagères, à soulever les plaques métalliques du sol, à sonder les murs. L'air sentait le solvant, le plastique brûlé et l'humidité. Sur le plan initial de la maison, daté de 2008, le garage devait faire 6 mètres sur 4, mais la mesure réelle indiquait une différence. 50 cm manquaient sur le mur nord, une anomalie qui ne pouvait pas être due à une erreur de plan. Les enquêteurs frappèrent le mur, un son creux. Après plusieurs minutes de vérification, ils décidèrent de percer. Derrière la cloison, une cavité étroite apparut, dissimulée par une double couche de béton et de polystyrène. À l'intérieur, une malle métallique, scellée par un cadenas rouillé. Quand ils l'ouvrirent, le silence tomba dans la pièce. À l'intérieur, il n'y avait pas de corps, mais des carnets. Des dizaines de carnets, alignés avec une précision maniaque. Chacun portait une étiquette datée, écrite à la main, mars 2010, avril 2011, mai 2013, jusqu'à novembre 2015. Les gendarmes les emportèrent tous au laboratoire. Le contenu était un mélange de notes cliniques et d'écrits personnels. Lionel y consignait tout, les traitements vétérinaires, les comportements des animaux, mais aussi ses propres réflexions sur la mort, la douleur, la loyauté. Certaines pages faisaient froid dans le dos. On pouvait lire « Quand on observe assez longtemps la souffrance, on finit par comprendre comment l'arrêter. » Ou encore « Les animaux meurent sans trahir. Les humains méritent leur silence. » Non, mais ce n'était pas tout. Entre 2 pages, les experts retrouvèrent des photos imprimées. On y voyait plusieurs femmes, certaines connues, Céline, souriante, d'autres inconnues. Toujours le même cadre, des portraits pris de loin, à leur insu. Au dos de certaines photos, des annotations, dociles, résistantes,
trop curieuse. Cette dernière mention revenait plusieurs fois, y compris sous le prénom Céline. Le juge Morel convoqua immédiatement une conférence de presse. Il parla de documents extrêmement troublants et d'un profil inquiétant. La presse, avide de drame, s'empara du surnom. Le vétérinaire des âmes perdues. Dans les cafés de Trégueux, on ne parlait plus que de ça. Les voisins racontaient des souvenirs qu'ils avaient eus. La cave toujours fermée à clé, les odeurs de produits chimiques, les bruits nocturnes. Pourtant, au cœur de l'enquête, un détail attira l'attention d'un jeune analyste, Thomas Vernier. En relisant les carnets dans l'ordre chronologique, il remarqua une répétition. Chaque année, le mois de mai était marqué par une absence, un blanc de plusieurs jours. Dans le carnet de mai 2013, un croquis maladroit montrait un puits, le même que celui du terrain familial à Iffignac, et dessous, cette phrase « Le silence est plus profond que l'eau ». Les gendarmes décidèrent alors de retourner sur les lieux. Le puits avait déjà été fouillé, mais cette fois, ils utilisèrent un drone équipé d'une caméra thermique et un détecteur de métaux. Après plusieurs heures d'exploration, un signal se déclencha à environ 3 mètres de la paroi sud. Les plongeurs dégagèrent une cavité artificielle, creusée dans la paroi du puits. À l'intérieur, ils découvrirent un sac étanche. Le sac contenait plusieurs objets, une alliance, un bracelet et un carnet différent des autres, petit, relié en cuir, portant simplement l'inscription « C ». À l'intérieur, une écriture plus fine, nerveuse. Ce n'était pas celle de Lionel, mais celle de Céline. Le carnet se révélait être son journal. Les dernières pages étaient datées du 2 décembre 2015. Il me cache quelque chose. Je crois qu'il m'espionne. Il parle la nuit dans le garage. S'il m'arrive quoi que ce soit, cherchez ces carnets. Ce carnet fit l'effet d'une bombe. L'avocat de la famille de Céline y vit la preuve d'une préméditation et d'un danger imminent. Le juge lança un mandat de perquisition pour d'éventuels autres caches. C'est alors qu'un détail échappé des carnets de Lionel prit tout son sens. Dans une note datée de septembre 2014, il écrivait « 3 voix suffisent à faire taire un cri. Une parle, 2 exécutent. Était-ce une métaphore ou la description d'un groupe ?» Les enquêteurs reprirent l'enregistrement audio du dictaphone, celui où l'on entendait 2 voix d'hommes et une de femme. Grâce à une analyse phonétique, ils purent identifier la femme. Il s'agissait de Mélanie Cazenave, l'ex-maîtresse de Lionel. Confrontée à cette révélation, Mélanie craqua. En larmes, elle raconta comment Lionel l'avait contrainte à participer à une mise en scène. Il aurait simulé une disparition, dit-elle, pour se libérer du passé, et lui avait demandé de récupérer un sac après une expérience dans le garage. Mais quand elle l'avait ouvert, elle avait vu quelque chose de mou, de lourd, comme un corps enveloppé. Terrifiée, elle avait obéi, sans jamais poser de questions. Son témoignage bouleversa le dossier. La justice parla désormais d'un homicide probable, mais la localisation du corps restait inconnue. Lionel, de son côté, restait impassible, presque calme. Lors d'un interrogatoire, il se contenta de murmurer « Vous cherchez au mauvais endroit. Elle n'est plus là depuis longtemps. » Quelques jours plus tard, dans une tentative désespérée de comprendre, les gendarmes analysèrent les carnets sous ultraviolet. C'est alors qu'ils découvrirent des inscriptions invisibles, à l'œil nu, écrites à l'encre réactive. Coordonnées GPS accompagnées d'une phrase. Ici, le silence a pris forme. « Esikishimi esimasa ». Les coordonnées menaient à une ancienne carrière abandonnée, à 15 km de Trégueux, un lieu connu pour ses effondrements de terrain. Le lendemain matin, les enquêteurs s'y rendirent. À mesure qu'ils approchaient, le signal des chiens s'intensifia. Le sol, instable, tremblait sous leurs pas. Puis, au fond d'une cavité, ils virent une forme recouverte de terre. Un sac, identique à celui décrit par Mélanie. Mais à l'intérieur, ce n'était pas Céline. C'était une autre femme. Lorsque les gendarmes extrairent le sac de la carrière, l'air se fit plus lourd, presque irrespirable. Le silence pesait, interrompu seulement par le froissement des combinaisons et le bourdonnement des drones. L'enveloppe plastique, épaisse et scellée par plusieurs couches de ruban gris, exhalait une odeur âcre de décomposition et de produits chimiques. À l'intérieur, les experts découvrirent un corps de femme en état de dégradation avancée, enveloppé dans un drap taché. Les premiers indices, taille, vêtements, bijoux, ne correspondaient pas à Céline Fleury.
Les analyses ADN, effectuées en urgence à Rennes, confirmèrent ce que personne n'avait osé imaginer. La victime n'était pas l'épouse disparue, mais une certaine Clara Méjean, disparue en 2012, sans jamais qu'on ait retrouvé sa trace. La nouvelle fit l'effet d'un séisme. L'enquête sur la disparition de Céline basculait en affaire de tueur en série. Lionel Fleury, jusque-là perçu comme un mari potentiellement meurtrier, devenait un prédateur méthodique. Les gendarmes rouvrirent les dossiers de disparition non élucidés dans la région. Une joggeuse à Plérin, une étudiante à Saint-Brieuc, une employée de clinique vétérinaire à Lannion. Toutes jeunes femmes, toutes portées disparues entre 2010 et 2015. Le procureur Morel, visage fermé, déclara à la presse « Nous avons affaire à un individu d'une intelligence redoutable, doté d'un sens aigu de la mise en scène et d'une capacité effrayante à anticiper les investigations. » Pendant ce temps, Lionel restait muet. En garde à vue, il ne montrait ni peur ni colère, seulement une froideur clinique. Ses avocats tentaient de suspendre les interrogatoires, arguant de la fatigue psychologique de leurs clients. Mais le juge refusa. Il voulait briser le mur du silence. Le 12 février, à 18h15, il décida de le confronter à une photo de Clara Méjean. Lionel leva à peine les yeux. « Vous la reconnaissez ?»« Non, » répondit-il calmement. « Elle a été retrouvée dans un sac identique à celui trouvé chez vous. Même marque, même ruban adhésif, même composition chimique du sol. » Lionel eut un léger sourire. « Vous voyez des motifs partout. Ce n'est pas moi. » Mais lorsque le juge lui posa la question suivante, le masque se fissura. « Savez-vous pourquoi ce sac était enterré dans une carrière appartenant à votre père ?» Lionel détourna le regard. Un tressaillement imperceptible, mais suffisant pour que les enquêteurs comprennent qu'ils avaient touché juste. Car oui, cette carrière, située à 15 km de Trégueux, appartenait autrefois à la famille Fleury, exploitée jusqu'en 1998, puis abandonnée. Lionel y allait souvent, enfant. Dans un de ses carnets, il écrivait d'ailleurs « Le sol avale tout, il ne juge pas ». Cette découverte conduisit les gendarmes à examiner les alentours de la carrière. 3 jours plus tard, les chiens détectèrent un nouveau signal à moins de 50 mètres du premier point. Sous la terre, les équipes retrouvèrent d'autres fragments. Un morceau de tissu floral, une boucle d'oreille, un os humain. Les analyses confirmèrent qu'il s'agissait d'une 3e victime, toujours non identifiée. L'affaire Fleury devenait un cauchemar judiciaire et médiatique. Pourtant, une question restait en suspens. Où était Céline ? Était-elle la dernière victime ou la clé de tout le mystère ? C'est alors que le juge reçut une lettre anonyme, déposée directement à son bureau sans tampon postal. Une feuille dactylographiée sans signature contenant seulement ces mots. « Vous cherchez dans le sol. Regardez dans l'eau. » Ce message, simple et glaçant, renvoya immédiatement les enquêteurs vers un autre lieu. Le port de Binic, à quelques kilomètres de chez Lionel. Là, Lionel possédait une petite barque, utilisée pour la pêche. Les relevés de marée du 3 décembre 2015, le soir de la disparition de Céline, indiquaient une sortie en mer vers 22h45. La barque avait été repérée brièvement par un radar côtier avant de disparaître. Elle n'avait refait surface que le lendemain matin, à la dérive, moteur éteint. À l'époque, cela avait été jugé anecdotique. Aujourd'hui, cela prenait un sens terrifiant. Les plongeurs de la gendarmerie maritime furent de mobilisés. Les recherches s'étendirent à une zone de 300 mètres autour du chenal. Le courant était fort, la visibilité nulle. Après 2 jours sans résultat, un plongeur repéra un objet métallique coincé entre 2 rochers. Il s'agissait d'un baril, scellé par une plaque soudée. Les marins le remontèrent à la surface sous le regard tendu du juge Morel. Lorsque le couvercle fut ouvert, une odeur épouvantable s'en échappa. À l'intérieur, les experts trouvèrent des fragments d'os, des bijoux et un foulard reconnaissable entre 1000, celui que Céline portait sur la photo du soir de sa disparition. L'identification ADN fut immédiate. Céline Fleury. La presse explosa. Le « mystère Fleury » devenait une tragédie totale. Les journaux titraient « Le mari idéal était un monstre. Chronique d'une double vie. Le vétérinaire des ténèbres. » L'opinion publique, choquée, oscillait entre horreur et fascination. Les habitants de Trégueux, accablés, parlaient d'un homme poli, serviable, mais dont le regard, parfois, faisait froid dans le dos. Et pourtant, malgré cette découverte accablante, Lionel continuait à nier. « On m'accuse d'un crime que je n'ai pas commis », répétait-il. Mais les carnets, les empreintes, les traces ADN, tout l'enfonçait.
L'analyse des fibres du baril révéla qu'il avait été manipulé avec les mêmes gants retrouvés dans sa cave. La soudure avait été faite avec un fer à métaux de son atelier. Même la corde utilisée pour le descendre en mer provenait d'un rouleau acheté à son nom dans un magasin de bricolage local. Le dossier était désormais complet. Le juge décida d'ouvrir un procès pour homicide volontaire avec préméditation, précédé d'une reconstitution publique. Le jour fixé, des centaines de curieux se massèrent autour de la maison des Fleury, sous la pluie bretonne. Lionel, menotté, garda son calme. Il observa le garage, la cave, le jardin, sans un mot. Puis, à la demande du juge, il désigna du doigt le vieux puits, à Iffignac. « C'est là que tout a commencé », murmura-t-il. Le silence tomba. Même les journalistes cessèrent de parler. Le juge demanda « Pourquoi ?» Lionel esquissa un sourire presque triste. « Parce que c'est là qu'elle m'a dit qu'elle savait, et qu'il était trop tard. » Ces mots résonnèrent comme un aveu implicite. Mais ce que personne n'imaginait encore, c'est qu'il restait un carnet manquant, celui de décembre 2015. Et ce carnet, mystérieusement disparu, allait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur l'affaire Fleury. Le visage de Sabine s'était durci depuis quelques jours. Lorsqu'elle arrivait au commissariat pour répondre aux convocations des enquêteurs, elle ne se cachait plus derrière ce voile de larmes qu'elle arborait au début. Elle semblait presque défiante, comme si le rôle de veuve éplorée ne l'intéressait plus. Les policiers, eux, observaient ce changement avec attention. Chacun de ses gestes, de ses mots, devenait une pièce de plus dans un puzzle qu'ils n'arrivaient pas encore à assembler complètement. Le capitaine Vasseur avait désormais la certitude que quelque chose clochait dans cette histoire. Les rapports d'expertise commençaient à révéler des éléments troublants. Le corps de Lionel présentait des traces de lutte, notamment une légère ecchymose sur l'avant-bras droit. Une blessure minime, mais incompatible avec la thèse d'une chute accidentelle. Dans la voiture, on avait également retrouvé des micro-traces de sang sur la poignée intérieure de la portière passager. Et ce sang n'était pas celui de Lionel, c'était celui de Sabine. Les analyses ADN avaient parlé. Et si, jusqu'ici, l'épouse du policier s'était contentée de réponses vagues et évasives, elle ne pourrait plus fuir très longtemps. Vasseur savait qu'il tenait là une faille. Mais il voulait attendre le bon moment pour frapper, celui où Sabine, fatiguée de ses propres mensonges, finirait par commettre une erreur. Ce moment arriva plus tôt que prévu. Ce jeudi de novembre, Sabine fut convoquée pour une confrontation. Face à elle, 2 enquêteurs, silencieux, et le magnétophone prêt à enregistrer chaque mot. On lui lut à haute voix les nouvelles conclusions médico-légales. « Madame Fleury, pouvez-vous nous expliquer pourquoi on a retrouvé votre sang dans la voiture de votre mari ?» Elle déglutit, tente un sourire nerveux, puis répond. « C'est normal, j'ai dû me couper. J'ai voulu le chercher cette nuit-là, j'ai ouvert la portière, j'ai saigné un peu, ça doit être ça. » La phrase semble préparée, mécanique, presque récitée. Les 2 enquêteurs échangent un regard. Vasseur reste impassible, puis enchaîne calmement. Pourtant, selon le médecin légiste, cette trace de sang date d'avant la mort de votre mari. Un silence brutal, presque lourd. Sabine détourne les yeux, cherche une échappatoire, puis lâche un rire sec. « Vous croyez vraiment que j'ai tué Lionel ? C'est ridicule. » Mais rien n'était plus ridicule, désormais, pour la police. Les messages retrouvés sur le téléphone de Sabine dévoilaient une réalité bien plus dérangeante. Depuis plusieurs mois, elle entretenait une liaison secrète avec un certain Olivier M., un collègue de travail rencontré dans une agence d'assurance. Le ton des échanges était sans équivoque, passion, rancune, jalousie. Et surtout, une phrase revenait dans plusieurs conversations. Un jour, il faudra bien que ça cesse. Les enquêteurs s'interrogeaient. Cette phrase parlait-elle du mariage ou de Lionel lui-même? Vasseur décida de convoquer Olivier. L'homme quarantenaire au regard fuyant s'assit dans la salle d'interrogatoire, visiblement mal à l'aise. « Je vous jure, je n'ai rien à voir avec cette histoire », dit-il d'entrée. Mais plus il parlait, plus il s'enfonçait. Il affirma d'abord ne plus avoir de contact avec Sabine depuis des mois, puis fut confronté à des SMS datant de la veille du drame. Enfin, acculé, il reconnut qu'il s'était vu le soir de la disparition. Il prétendit cependant qu'elle était repartie seule, en colère, vers 22 heures. À ce moment précis, Vasseur sut qu'il tenait quelque chose. L'angle s'éclaircissait. Un triangle amoureux, des tensions, une jalousie,
immobile. Restait à comprendre comment et surtout quand tout avait basculé. Les jours suivants furent consacrés à reconstituer minutieusement la chronologie de la soirée fatale. Le téléphone de Lionel se déconnecta pour la dernière fois à 21h42. Celui de Sabine, en revanche, resta actif jusqu'à 23h17, se déplaçant entre la maison du couple et une zone isolée près du lac de l'étang Salé. C'est précisément là que la voiture fut retrouvée 2 jours plus tard. Pour les enquêteurs, cela ne pouvait plus être une coïncidence. Ils décidèrent de placer Sabine sur écoute, et les conversations qu'ils captèrent dépassèrent toutes leurs attentes. Dans une discussion avec sa sœur, Sabine lâcha une phrase glaçante. « S'il savait tout ce que j'ai fait pour me débarrasser de lui, il ne me regarderait plus jamais de la même façon. » Cette phrase, enregistrée et authentifiée, fut l'élément déclencheur. Le lendemain, à l'aube, Sabine Fleury fut interpellée à son domicile, mise en garde à vue pour homicide volontaire. À son arrivée au commissariat, elle ne dit rien. Son visage, figé, semblait avoir perdu toute émotion. Pendant des heures, elle resta silencieuse. Puis, brusquement, elle demanda une cigarette. On la lui donna. Et, après une longue bouffée, elle murmura « Vous ne comprenez rien. Ce n'était pas censé se passer comme ça. » Et donna. Le ton de sa voix, presque apaisé, glaça les enquêteurs. Vasseur lui fit face, lentement. « Expliquez-nous alors. Comment cela devait se passer ?» Sabine ne répondit pas. Elle écrasa sa cigarette, posa les mains sur la table, puis leva les yeux vers le plafond. Lionel n'était pas l'homme que vous croyez. La phrase, lourde de sous-entendu, éveilla la curiosité de toute l'équipe. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» insista Vasseur. « Il avait une autre vie, une vie que vous ne pouvez pas imaginer. » Et ce revirement surprit tout le monde. Était-ce une manœuvre de diversion ou la clé d'une vérité plus complexe ? Vasseur fit signe à son adjoint de reprendre les vérifications sur les comptes, les communications, les dossiers de Lionel. Et ce qu'ils découvrirent allait, une fois encore, bouleverser toutes les certitudes. Lionel, le mari parfait, le policier irréprochable, cachait en effet un secret. Des transferts d'argent réguliers vers un compte à l'étranger, des appels à des numéros inconnus, et surtout, une correspondance cryptée dans son ordinateur personnel. L'affaire venait de basculer dans une dimension inattendue, celle du double jeu. Et cette fois, la question n'était plus seulement de savoir qui avait tué Lionel Fleury, mais pourquoi. La garde à vue de Sabine Fleury s'étendait déjà au-delà des 24 heures. Dans le bureau du capitaine Vasseur, la tension était presque palpable. Il savait que quelque chose de plus profond se cachait derrière ce meurtre. L'idée d'un simple crime passionnel ne suffisait plus. Trop d'éléments restaient obscurs. Trop de fils s'entremêlaient dans cette toile de mensonges. Lorsque les experts en cybercriminalité livrèrent enfin leur rapport, le puzzle prit une forme inquiétante. Lionel Fleury, inspecteur de police modèle, menait en réalité une double vie. Ses transferts d'argent n'étaient pas le fruit d'une corruption ordinaire. Il alimentait depuis plusieurs années un compte appartenant à un témoin protégé, une certaine Nadia P. Il disparut depuis 2017, après une affaire de trafic d'armes à La Réunion. Or, d'après les documents retrouvés, cette Nadia entretenait avec Lionel une correspondance intime. Le policier semblait prêt à tout pour la protéger, quitte à franchir la ligne rouge de la légalité. Pour Vasseur, tout s'éclairait. Sabine avait découvert cette liaison, cette trahison dissimulée sous des années de mensonges conjugaux, et sa vengeance avait pris la forme du pire des châtiments. Mais il manquait encore une pièce essentielle, le déroulé exact de la nuit du drame. Après 12 heures de silence obstiné, Sabine demanda à parler. Son visage était creusé, ses yeux rougis par la fatigue. Elle posa ses mains sur la table métallique, les paumes ouvertes, et murmura « Il m'avait menti toute sa vie ». Vasseur la fixa sans un mot. Elle poursuivit, d'une voix plus assurée « Vous savez ce que c'est, de découvrir que la personne que vous aimez n'existe pas ?» Puis, dans un souffle, elle commença à raconter. Ce soir-là, Lionel rentra tard. Il sentait la tension dans la maison, le poids d'un silence qui n'était plus celui de la routine. Sabine avait trouvé des messages dans son ordinateur, des mots d'amour adressés à une autre, une photo même. Lionel, souriant, tenant la main d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Quand il entra dans le salon, elle l'attendait.
La confrontation fut brutale. « C'est qui, Nadia ?» demanda-t-elle. Lionel tenta d'éluder, de minimiser. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais ces mots, prononcés 1000 fois dans des milliers de disputes, résonnèrent comme une gifle. La colère monta, elle hurla, il tenta de la calmer, elle le repoussa. Puis, dans un geste de rage, elle saisit le premier objet à portée, une lampe en verre. Le choc fut instantané. Lionel chancela, recula, tomba lourdement. Le sang coula sur le carrelage. Sabine resta figée, incapable de comprendre ce qu'elle venait de faire. Dans sa version, elle affirma avoir paniqué. Elle aurait tenté de le ranimer, en vain. Puis, incapable de composer le numéro des secours, elle aurait traîné le corps jusqu'à la voiture. La suite, dit-elle, se brouilla. « J'ai conduit sans savoir où j'allais. Je voulais juste qu'il disparaisse, qu'il ne soit plus là. » Au bord du lac de l'étang salé, elle aurait garé la voiture, refermé la portière et laissé Lionel là, croyant qu'il était déjà mort. Mais le médecin légiste fut formel. Lionel respirait encore à ce moment-là. C'est la suffocation, provoquée par l'absence d'aide, qui l'avait achevé. Sabine avait donc menti, par omission ou par peur, peu importait désormais. La vérité, froide et brutale, s'imposait. Elle avait tué son mari, volontairement ou non. Pourtant, cette version ne satisfaisait pas entièrement Vasseur. Trop de détails restaient flous. Pourquoi ces traces de déplacement autour du véhicule? Pourquoi ces coups supplémentaires constatés sur le corps? Et surtout, pourquoi un message retrouvé dans le téléphone de Lionel, daté du soir même à 21h33 ? « J'arrive, ne dis rien à Sabine. » C'est ça en ces SMS envoyé à un numéro inconnu provenait d'un téléphone enregistré sous le nom de Olivier M. Le même amant qui jurait ne rien savoir. Confronté une seconde fois, Olivier craqua. Il avoua qu'il s'était rendu chez les Fleury ce soir-là à la demande de Sabine. Elle voulait qu'il soit témoin de sa rupture avec Lionel, qu'il voie sa libération, disait-elle. Mais lorsque la dispute éclata, il perdit le contrôle. Selon ses dires, c'est lui qui aurait frappé Lionel le premier. Sabine aurait ensuite couvert le geste, inventant cette version de la lampe pour le protéger. Le scénario changeait encore. Désormais, les enquêteurs faisaient face à un couple de meurtriers, unis dans le secret, séparés par la peur. Sabine s'était tue pour sauver son amant. Lui, paralysé par la culpabilité, avait laissé la veuve porter seule le poids du crime. 2 amours empoisonnés, 2 vies détruites. Le procureur, face à cette révélation, ordonna la mise en examen des 2 amants pour homicide volontaire en réunion. Le procès, 2 ans plus tard, attira une foule de curieux. Devant la cour d'assises de Saint-Denis, les caméras se massaient. Sabine apparaissait changée, amaigrie, presque effacée. Olivier, lui, avait le visage d'un homme brisé. Les témoignages s'enchaînèrent, les experts décrivirent la scène, la folie de cette nuit tragique. Lorsque Sabine prit la parole pour la dernière fois, sa voix tremblait à peine. « Je ne voulais pas le tuer, je voulais qu'il me regarde une dernière fois comme avant. » Cette phrase resta suspendue dans la salle, résonnant comme un écho d'amour déformé par la haine. Le verdict tomba en fin de journée. 18 ans de réclusion pour Sabine Fleury, 15 pour Olivier M. La salle resta silencieuse. Vasseur, présent dans le fond, sentit un mélange étrange d'amertume et de soulagement. Il avait découvert la vérité, certes, mais à quel prix? 2 vies anéanties, un homme mort, un amour défiguré par la jalousie. Quelques mois plus tard, alors qu'il classait le dossier, une lettre arriva sur son bureau. Expédiée depuis la prison de Domenjode, elle portait la signature de Sabine. Une phrase unique y était écrite. « Vous aviez raison, capitaine, mais la vraie coupable, c'est la vérité. » Vasseur replia la feuille, la glissa dans le dossier clos, puis éteignit la lumière. L'affaire Lionel Fleury venait de s'achever, mais son ombre, elle, continuerait de hanter ceux qui, un jour, avaient cru au mythe du mari idéal